À quoi peut nous servir donc le climat tropical? Alors, notamment augmenter la productivité, mais ça peut être aussi maintenir les cultures en meilleure santé en fin de saison. Et ben en fait au-dessus de 35-40 degrés, en fait tout simplement le mediumer. Donc là 3 jours à 35 degrés et à très haute humidité. Ça c'est la première serre, on a réussi à se débarrasser des pucerons. Et la serre elle est en permanence entre 40-45, voire des fois ça se rapproche un petit peu de 50. Mais sur du concombre et de la courgette, ça se passe vraiment bien. À l'exception de cette question de la pollinisation, soit on trouve des variétés parthénocarpiques qui n'ont pas besoin de pollinisation, soit il faut vraiment des serres qu'on va pouvoir ouvrir le matin pour la pollinisation et ne pas faire monter en température tant que la fécondation des fruits ne s'est pas faite correctement. Bonjour à tous, alors une petite vidéo aujourd'hui, enfin petite qui va peut-être être un peu longue parce que je vais avoir pas mal de choses à raconter au final. Donc on est en août 2024, on est au cerf de Marcel toujours, dans le sud de l'Eure en Normandie. Donc une petite vidéo pour vous présenter les résultats de nos travaux de recherche et développement sur la conduite en climat tropical. Alors pourquoi cette vidéo? Parce qu'en fait cette année, ça a été une année très compliquée vu qu'ici nous en Normandie on a commencé à avoir, on va dire, un peu de chaleur à partir de la première semaine de juillet. Tout le début de saison a été vraiment catastrophique sur le plan climatique. Et on a eu sous serre toutes les attaques possibles et imaginables de maladies, oïdium sur courgette pour démarrer. Puis milieu sur tomate, on a dans cette serre on a perdu 3 chapelles de tomates, donc celle-là c'est les survivantes. Et ensuite on a eu du puceron sur à peu près tout. Et donc on a eu toutes ces maladies à cause du climat qui étaient vraiment compliquées à gérer, sauf dans les essais de serre tropicale qu'on était en train de mener. Et comme ça fait 2 ans que je fais des essais, j'avais le sentiment que j'avais commencé à assez bien comprendre comment s'y prendre. Et donc j'ai pris la décision de passer toutes les serres de production avec des approches tropicales, c'est-à-dire des températures un peu hautes et des forts niveaux d'humidité. Et en fait, ça a assez bien fonctionné. On a très rapidement réussi à résoudre nos problèmes sanitaires et en plus à commencer à obtenir les résultats qu'initialement on se voulait, à savoir avoir des meilleures croissances et des meilleurs rendements puisqu'on a des conduites plus chaudes qui permettent un meilleur développement végétatif des plantes. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter d'abord le pourquoi et du comment de cette réflexion sur le climat tropical. Comment ça peut être utile sous serre? Est-ce que c'est applicable en extérieur? Quel type de serre? Quelles peuvent être les différentes logiques de conduite en climat tropical suivant les cultures? Les problèmes de pollinisation, les températures optimum et les taux d'humidité optimum suivant les cultures et suivant les types de serres, puisqu'on va pas pouvoir faire les mêmes choses avec tous les types de serres suivant les automatismes, suivant la géométrie, l'inertie, etc., suivant la régulation climatique. Je vais vous présenter quels sont les automatismes qu'on peut installer pas cher, même sur des petites serres, qui n'ont pas beaucoup d'automatismes. Et je vais vous présenter aussi, après en détail, la gestion des maladies et comment on peut gérer au quotidien pour le travail ce type de conduite climatique. Donc, pourquoi cette réflexion sur, entre guillemets, les climats tropicaux? Aujourd'hui, je vais plutôt appeler ça donc une amélioration de la gestion climatique des serres, mais la première logique, c'était évidemment que beaucoup de nos légumes sont en fait des plantes tropicales, donc c'est-à-dire des plantes qui sont habituées à plutôt des températures assez hautes, entre 30 et 45-50 degrés, et des niveaux d'humidité assez élevés. Et nous, en France, on a plutôt tendance à vouloir gérer ces cultures-là dans des gammes de températures 25-30 degrés, 60-70% d'humidité, mais pas plus. Pourquoi pas plus? Parce que sinon on a des maladies. Pourquoi pas plus? Parce que sinon on a des acariens, on a des parasites. Et en fait, ça amène à toute une logique technique où on a peur de, par exemple, mettre de l'aspersion sur des légumes d'été. Fondamentalement, ce sont des plantes tropicales qui vivent dans des milieux où il pleut. Et donc, à un moment, je trouve ça assez incohérent, fondamentalement, écologiquement parlant, agronomiquement parlant, d'avoir peur d'aller mettre de l'eau sur des plantes, comme si les plantes avaient peur de la pluie.
Vous voyez, il y a un paradoxe que je trouve un peu bizarre, et pourtant, sur le plan technique, dans la pratique, si tous les producteurs ont un peu peur de mettre de l'irrigation directement sur les plantes d'été, il y a peut-être une raison. Mais donc, il faut essayer de la comprendre et comprendre où est le problème. Voilà. Donc, il y a cette question du climat tropical. Il y a aussi, je pense, sur la plupart de nos cultures légumières, des plantes qui semblent évidemment des plantes tropicales. Voilà, si je vous dis que la courgette, la tomate, le concombre, le haricot, l'aubergine, le poivron sont des plantes de pays chauds humides, ça vous choque sans doute pas trop. Mais en fait, quand on regarde tous les autres légumes, la carotte, la betterave, l'oignon, en fait, qu'est-ce qu'on en sait? Donc je peux vous dire déjà aujourd'hui qu'en fait, il y a certaines de ces plantes qui supportent des très bonnes températures, des températures assez élevées. J'ai moins de recul sur ces cultures-là, puisque tous les essais que j'ai fait jusqu'à présent, c'est sur des cultures d'été, comme on dit. Mais je suis assez convaincu qu'on peut trouver aussi des logiques de conduite à haute température, dans des gammes, comme je vous disais, 30-40 degrés, sur d'autres plantes que les plantes d'été, qu'on considère plutôt comme des plantes d'automne, printemps. Voilà, ça va être la suite de la réflexion. Pour l'instant, j'ai pas encore beaucoup d'éléments pertinents à vous transmettre, mais je pense qu'il y a du travail et des choses à découvrir dans ce sens. Voilà. Donc, premier point important, on a des plantes tropicales. Comment on pourrait bien les conduire en climat tropical avec des serres? Le deuxième point, c'est que effectivement, sur les cultures d'été, il y a toutes ces maladies qui nous embêtent beaucoup. Le puceron, le idiome, le mildiou, les acariens, etc., etc. Vous en connaissez la liste. Et en fait, tout le travail que je mène depuis une quinzaine d'années sur le sol vivant, aujourd'hui, je considère que ce travail nous a permis de démontrer que si on a des sols en bonne santé, avec un bon cycle de la matière organique morte, eh bien en fait, on n'a quasiment plus de maladies du sol. Notamment quand j'ai travaillé pour les producteurs de tomates, concombres industriels un peu partout en France. Et on s'est rendu compte qu'à partir du moment où on recrée des sols vivants avec des vers de terre, toutes les maladies qui les embêtaient depuis une trentaine d'années, une quarantaine d'années, et qui les avaient obligés à aller sur des techniques hors sol, et bien en fait, toutes ces maladies, on arrivait à les faire disparaître, à la condition d'avoir donc une bonne activité biologique, le vers de terre, une ration du sol annuelle à peu près correcte, et une bonne gestion de l'irrigation. Le gros problème, même dans ces systèmes sol vivant sous serre chauffée bien contrôlés, le gros problème qui reste, c'est une bonne gestion de l'irrigation. Dès qu'on fait des petits écarts, en fait, on voit revenir dans le sol des maladies sur les racines, etc. Donc la gestion de l'irrigation va rester quelque chose d'assez primordial. Bon, c'est rien de surprenant non plus. Hein. Dès qu'on sature les sols en eau, on fait énormément bouger l'oxygénation, le pH, l'activité biologique, etc. Donc ça reste une condition très importante pour vraiment avoir des systèmes sans pathogènes dans le sol, c'est une bonne gestion de l'irrigation. C'est d'ailleurs ici au Cerf de Marseille quelque chose qui m'a beaucoup posé problème pendant 2 ans, et je vais vous le montrer grâce à des sondes qui m'ont permis d'automatiser la gestion de l'irrigation. On a commencé à bien résoudre les problèmes et avoir une irrigation très correcte. Donc, on a réussi à résoudre tous ces problèmes, on va dire, de maladie du sol, et suite à tout le travail que j'ai fait à partir de 2019 en serre chauffée, j'étais un petit peu frustré encore jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on avait résolu tous ces problèmes de maladie du sol, mais dans tous les essais qu'on a fait, on avait très très peu de différences sur on va dire, les maladies aériennes, les problèmes aériens, sur le feuillage des plantes. On avait très peu de différences entre des approches sol vivant, alors qu'on a fait vraiment beaucoup de modalités différentes, et les approches hors sol, aussi bien avec des engrais, je dirais 100% chimiques de synthèse, ou avec des approches hors sol et des engrais liquides plus organiques. Puisque aujourd'hui il y a des producteurs hors sol qui utilisent des engrais liquides organiques, qui améliorent beaucoup de problèmes sur la santé des plantes, mais globalement sur des problèmes de parasitisme, pucerons, voilà, comme je disais, pucerons, idiome, acariens, on voyait pas énormément de différence. Donc, suite à tout ce travail que j'ai pu faire, j'avais 2 hypothèses pour essayer de résoudre
ces problèmes de parasitisme aérien, c'était soit la protection biologique intégrée, parce que la logique de la nature, c'est qu'il faut de toute façon un cortège de biodiversité dans les parties aériennes pour résoudre ces problèmes de parasitisme, c'est la solution, il n'y en a pas d'autre. Ça paraît relativement cohérent et c'est toujours une piste qui me semble très cohérente, sauf qu'elle est pas simple à mettre en œuvre, notamment dans des serres froides, où tous les ans on est obligé de réinstaller la PBI parce qu'elle meurt tous les ans. Même dans des serres chauffées, c'est quand même pas si simple que ça d'installer de la PBI. À partir du moment où vous installez de la PBI, si vous faites, des désinfections des serres, des nettoyages tous les ans des serres, vous allez détruire votre PBI. Et même le simple fait de supprimer les cultures et de pas avoir de culture pendant un certain nombre de semaines dans les serres, en fait, protection biologique intégrée, tous vos insectes ils meurent parce qu'ils ont rien à manger. Donc il faut réinstaller tous les ans la PBI. Une des solutions qu'il y a aujourd'hui, c'est d'installer ce qu'on appelle des plantes banques, donc des plantes qui vont garder des parasites pour continuer de nourrir les prédateurs pendant les périodes où il n'y a pas de culture. Donc ça marche assez bien, mais c'est quand même une gestion de plus. Donc voilà, cette première approche PBI qui me semble logique et qui je pense reste encore une bonne piste de travail. Néanmoins, il y avait cette approche climat tropicale où je me disais, c'est quand même bizarre que les tomates, ça tombe si facilement malade du mildiou et de tout un tas d'autres trucs. C'est quand même bizarre que les concombres chopent si facilement le idium et les pucerons. Et c'est quand même bizarre que nos courgettes chopent facilement aussi le idium et les pucerons. Et donc, j'avais ces deux pistes, PBI, conduite en climat tropical, pour améliorer globalement la santé des plantes d'été. Et en fait, je vois qu'avec la conduite en climat tropical, on va résoudre beaucoup de problèmes. Ça veut pas dire qu'on va les résoudre tous et qu'il n'y a plus besoin du tout de PBI, mais là, ici, aujourd'hui, sur tous mes problèmes de parasitisme et de maladie, à l'exception de la cladosporiose, j'ai l'impression que je peux tout résoudre avec le climat tropical. Donc moi, dans les pistes de travail, là, dans les années prochaines, je vais surtout me concentrer sur cette gestion climatique des serres, et la PBI, qui je trouve reste encore une solution sur étagère un peu coûteuse. Je vais pas forcément beaucoup travailler à son développement, on peut pas tout faire, bien qu'on va continuer d'observer beaucoup de choses, puisque on voit quand même avec les couverts permanents un certain maintien de la biodiversité dans le système. Donc on va continuer d'observer ça. Voilà. Alors malgré tout, il y avait quand même dans tout le travail qu'on a fait sur le sol vivant en serre chauffée, des résultats assez intéressants, pas vraiment sur le plan sanitaire, mais sur le plan de la santé de la plante, puisque par rapport à du hors-sol, on avait quasiment réussi à éliminer totalement le cul noir ou les fentes, les tomates fendues par exemple, tout en maintenant les niveaux de croissance et de production. On avait des augmentations assez intéressantes de calibre. Et ça, on l'a vu et on l'a compris parce qu'on avait globalement des augmentations de matière sèche assez importantes à partir du moment où on passait en sol vivant par rapport à du hors-sol, que ce soit de la fertile 100% chimique ou liquide organique. Voilà, on avait significativement des taux de matière sèche plus élevés, une meilleure nutrition des fruits, donc moins de cul noir, moins de fentes, et on avait aussi globalement une meilleure floraison, notamment dans les périodes de canicule. Donc ça, c'était quand même déjà des résultats très intéressants. Mais voilà, sur des problèmes comme les mouches, la tuta absoluta sur la tomate, l'oïdium, le mildiou, le mildiou on en a pas beaucoup en serre chauffée, mais en serre froide on en a, les acariens, etc. Donc vraiment quelques maladies fongiques et des problèmes d'insectes. Là, on n'avait pas trop de différence entre le hors-sol et le sol vivant. Et donc, comme je vous dis, deux pistes de travail, améliorer encore la PBI ou la conduite tropicale. Voilà, donc à quoi peut nous servir donc le climat tropical ou l'amélioration de la conduite climatique? Alors, notamment augmenter la productivité, puisque si on a des plus hautes températures, on va avoir une meilleure activité biologique de toutes les plantes, elles vont pousser plus vite. Mais ça peut être aussi maintenir les cultures en meilleure santé en fin de saison, puisque là, on va voir si ça se confirme, mais j'ai le sentiment que jusqu'en septembre-octobre, si j'arrive 2 journées par semaine peut-être
à faire des montées en température à 30-35 degrés dans une serre comme celle-là, en fait, je vais réussir à empêcher le développement de toutes les maladies fongiques qui ont tendance à détruire les cultures d'été en fin d'année. Si, par exemple, on a un mois de septembre un peu humide, un peu sombre, qui manque un peu de lumière, voilà, ici en Normandie, suivant les années, suivant le climat du mois de septembre et du mois d'octobre, on peut perdre très vite les cultures d'été, ou si on a des beaux mois de septembre, on arrive à les maintenir un petit peu vers la fin de saison, à les rallonger un peu. Et je pense qu'avec cette approche en climat tropical, on peut résoudre les problèmes sanitaires, on peut empêcher l'arrivée des maladies en fin de saison et avoir un bon outil pour rallonger le cycle de culture et donc la rentabilité des cultures. Ouais. Sachant, et donc je parle de ça parce que ça peut peut-être être pour vous une bonne phase d'expérimentation sur ces fins de saison. Si vous voulez faire des essais, je pense que sur des cultures en fin de saison qui commencent à attraper des maladies, c'est le moment de prendre des risques. Enfin, c'est un moment où c'est opportun de prendre des risques en essayant de faire monter vos serres en température et en humidité. Et si vous faites un peu des bêtises, que ça chauffe trop fort ou que vous n'arrivez pas à maintenir l'humidité, vous risquez d'abîmer un peu vos cultures. Mais voilà, de toute façon, vous êtes en fin de saison, elles vont vite péricliter. Donc, tout ce que vous avez à perdre, c'est au contraire de gagner une fin de saison un peu plus longue. Voilà, donc, et j'attire votre attention sur le fait qu'on peut très rapidement détruire des cultures si on fait des mauvaises manipulations dans la gestion en climat tropical. Et donc, soyez quand même très précautionneux. Donc, je vous dis, pour faire des essais, ce qui semble cohérent, c'est de les faire en fin de saison. Et si vous voulez en faire tout de suite, au moment où vous voyez cette vidéo, faites-les en fin de journée. En fin de journée, quand les températures ne vont pas être trop importantes, puisqu'en fait, à partir du moment où les serres commencent à monter au-dessus de 40, 45, 50 degrés, notamment sur des cultures comme les tomates, vous pouvez leur faire très très mal, et vraiment les détruire en une journée. Les cucurbitacées vont être beaucoup plus résistants, néanmoins, on peut facilement avoir des brûlures et bloquer les cultures quelques jours. Donc, il faut vraiment apprendre, il faut aussi se rassurer, parce que c'est quand même une nouvelle méthode de gestion. Quand vous rentrez dans une serre à 35-40 degrés à 90% d'humidité, la sensation elle est vraiment très bizarre. C'est très très chaud, très lourd, et je vous invite à faire attention, puisque techniquement, je connais quelqu'un qui a failli mourir avec une conduite en serre tropicale, puisqu'effectivement, si vous restez trop longtemps dans une serre à 40-45 degrés et 100% d'humidité, en fait, votre corps ne peut pas refroidir, vous vous mettez à suer énormément, et en fait, vous risquez une crise cardiaque. Donc, ça va, c'est pas mortel si vous êtes à peu près en bonne santé, mais je vous le dis, si vous avez des problèmes cardiaques ou ce genre de choses, faites attention, vous ne pouvez pas refroidir, et d'ailleurs, on va le voir, c'est ce qui permet de tuer notamment les pucerons et les acariens. C'est en fait de les faire surchauffer, ils ne peuvent pas refroidir et ils meurent. Donc on peut faire des crises cardiaques aux acariens et aux pucerons, donc s'il vous plaît, vous ne faites pas une crise cardiaque. Quand vous faites vos essais, faites un peu attention. On peut rester 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure dans une serre à 40 degrés et à 90% d'humidité, mais pas beaucoup plus, quoi. Ça devient vraiment inconfortable et ça peut peut-être générer des étourdissements et sur le papier, à la fin, des crises cardiaques si vous surchauffez. Donc, voilà, tous les gens qui habitent dans des climats tropicaux, qui vivent dans des zones tropicales dans le monde, ne meurent pas de crise cardiaque tous les jours, on est d'accord, mais voilà, je vous mets en garde quand même, vous allez voir, c'est un peu bizarre, surtout les premières fois qu'on fait des essais, de se retrouver dans une serre, notamment dès qu'on arrive dans les gammes 40-45 degrés, 90% d'humidité, là, la sensation de chaleur est vraiment impressionnante. Après, on s'y habitue, on trouve ça normal, et quand on voit que les plantes, ça leur plaît, alors notamment un concombre à 40-45 degrés et au-dessus de 80% d'humidité, on voit qu'il est vraiment heureux, qu'il pousse super bien, donc bon, on s'y fait. Mais au début, ça fait un peu bizarre. Je vais revenir un petit peu sur le pourquoi du comment du climat tropical. Donc je me suis aussi lancé il y a 2 ans dans ces essais-là, donc suite à tout ce travail qu'on a fait en serre chauffée, qu'on a fait aussi en serre froide partout en France, mais aussi parce que j'ai rencontré des gens qui avaient fait des essais de conduite en climat tropical, aussi parce que j'avais démarré un projet en Martinique, où là il y avait beaucoup de problèmes sanitaires, et je m'étais rendu compte que les serres avec lesquelles on travaillait, qui n'étaient pas vraiment des serres, mais qui étaient plutôt des abris pour protéger des pluies tropicales, donc c'était pas vraiment des serres dans le sens où elles avaient des filets anti-insectes autour, elles n'étaient pas fermées, et elles n'avaient pas d'ouvrant
pour réguler la température, donc c'était plus des serres qui servaient d'abri. Eh bien, je me suis rendu compte que ces abris, en fait, faisaient exactement l'inverse de ce dont avaient besoin les plantes en termes de climat pour être confortables, à savoir que ce type d'abri, en fait, dès qu'il y a du soleil, fait de l'air sec à l'intérieur de la serre, puisque l'air humide qui peut rentrer de l'extérieur de la serre, en fait, se met à chauffer, donc son humidité relative baisse, et ça crée un air très chaud et très sec, et ça, c'est pas bon pour les plantes. Et inversement, dès qu'il y a des nuages, eh bien, en fait, ça générait l'inverse, ça générait un air froid et très très humide. Et en fait, globalement, la logique, on peut y amener beaucoup de nuances, mais la logique, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'en fait, nos plantes qu'on va qualifier de tropicales ont besoin de très chaud humide et de froid sec. Et donc, c'est l'inverse de ce que produit ce genre d'abri. Et donc ça, je l'ai vu en Martinique avec ce type de serre-abri, c'est qu'en fait, ça générait un climat qui était vraiment l'inverse de ce qu'avait besoin la plante, et donc on avait énormément de problèmes sanitaires. Là, je les énumère même pas parce que c'est vraiment catastrophique. On n'arrivait pas à faire des cycles avec plus de 5 bouquets sur les plants de tomates avant qu'ils s'effondrent de maladies. On avait aussi des problèmes de qualité des engrais, puisqu'on était sur de l'engrais de synthèse 100% chimique, et ça, si on s'en rend compte, c'est vraiment globalement mauvais pour les problèmes sanitaires dès qu'il y a des stress climatiques. Mais voilà, donc j'ai rencontré des gens qui faisaient des essais, alors notamment dans le sud de la France, hein, des particuliers tout simplement, qui avaient des petites serres, qui les menaient en conduite complètement fermée ou un peu ouverte, mais avec beaucoup d'aspersion. Et en fait, ben, ils avaient des très bons résultats, aussi bien sur le plan sanitaire que de la croissance, donc des fois des accidents, parce que c'est des particuliers. Mais en fait, avec très peu d'automatisme, ils arrivaient à faire des choses. Donc même dans le sud de la France où il faisait très chaud, des fois des ombrages, des fois pas d'ombrage, mais voilà, globalement, j'avais pas mal de retours terrain de gens qui me disaient bah oui, ça marche chez moi, je fais toutes mes cultures d'été sous une serre que je mène en climat tropical, et pour qui ça semblait pas vraiment gênant d'avoir des serres à 50 degrés et à 100% d'humidité vu que ça fonctionnait. Voilà. Donc j'ai eu ces retours-là. Il y a déjà 2 ans, j'ai essayé de faire un peu de bibliographie sur le sujet, j'en ai trouvé très peu. Je sais que c'est un sujet qui a été étudié parce que j'ai trouvé des références bibliographiques des années 60, 70, 80 en Angleterre, en Australie, en France, mais j'ai trouvé les références, mais j'ai quasiment trouvé aucun texte. Et les bribes d'informations que j'ai pu trouver, grosso modo, bah, ils disaient simplement que ça fonctionnait, que les plantes, nos légumes qui sont des plantes tropicales, en fait, peuvent être menés à haute température et à haute humidité. Et en gros, les seules informations, je dirais, un peu intéressantes que j'avais, c'était que sans doute les tomates, l'optimum de température pour sa croissance, c'était autour de 35 degrés, avec des humidités assez importantes, au-dessus de 70%. Et l'autre information intéressante, c'était que les cucurbitacées, eux, pouvaient supporter des très hautes températures. Et effectivement, nous, nos premiers essais cette année, on a des serres qui sont montées à plus de 60 degrés, sur des concombres et des courgettes qui venaient juste d'être plantées. Mais comme il y avait quand même un peu d'humidité, enfin, il y avait une assez bonne humidité dans la serre, en fait, elles ont pas trop souffert, même quasiment pas. Et elles sont très vite reparties, on a l'impression que ça les a ralenti quelques jours, mais pas plus. Alors que les tomates, elles, 60 degrés, elles ont pas du tout aimé, ça les a fait pas mal souffrir. Donc les cucurbitacées vont supporter vraiment des températures très importantes. Les aubergines poivrons, on a l'impression que c'est un peu dans la même gamme, elles vont supporter du 40 jusqu'à 45, j'ai l'impression, pas mal d'humidité. Et globalement, il n'y a pas de problème sur la floraison. Elles vont supporter des températures un peu plus élevées. Voilà, j'ai moins de certitude parce que j'en fais moins, l'aubergine du poivron, j'ai moins de retours. Mais ça a l'air de supporter des températures un peu plus élevées que la tomate. Le haricot supporte bien les climats tropicaux. Le problème, c'est que lui, il faut vraiment une humidité très très élevée. Le moindre problème d'humidité, les feuilles brûlent. Par contre, il va supporter des hautes températures, ça je l'ai vu. Mais alors le moindre défaut sur l'humidité, ça fait brûler les feuilles, ça détruit les têtes. Donc il faut vraiment commencer à maîtriser le truc pour réussir à faire du haricot en climat tropical parce qu'il est vraiment très très sensible aux baisses d'humidité. Voilà. Alors que une courgette va y être beaucoup plus tolérante. Une haute température avec un peu de sec, bon, ça va brûler un peu le milieu des feuilles, mais globalement, on repart très très vite et ça ne lui pose pas de problème. La tomate, elle, dès qu'il y a
trop de température avec un peu de steak, ça racornit les feuilles, ça abîme les fleurs. Et après, on sent qu'elle a des irrégularités dans son développement végétatif, ça lui pose problème. Donc la tomate reste une culture assez sensible. C'est celle où j'ai l'impression d'avoir les résultats euh, les moins stables. Voilà, ça se passe bien, ça pousse bien, mais vous voyez là les feuilles elles sont un petit peu racornies. Voilà. J'ai aussi un doute sur la tomate dans la conduite en climat tropical. J'ai du mal à trouver le niveau d'humidité du sol qu'il faut sur la tomate, alors que les cucurbitacées et aubergines poivrons ont l'air beaucoup plus résilients. Un peu trop d'eau, un peu pas assez d'eau, ils ont l'air de bien encaisser, alors que la tomate elle a l'air beaucoup plus sensible si à un moment il y a un excès d'eau ou un manque d'eau dans le sol quand on est en conduite tropicale, ou pas tropicale. Voilà, donc assez peu de documentation dans la littérature. Si vous en avez, je la prends. Vous pouvez les mettre en commentaire dans la vidéo. Je suis vraiment preneur si vous trouvez des auteurs. Enfin, des auteurs, j'en ai trouvé, mais je cherche vraiment les textes. Il n'y a rien. Voilà, j'ai pas trouvé les textes. J'ai trouvé très très peu de choses. Donc, on va dire que j'ai réinventé. Et globalement, malgré tout, le peu d'informations que j'avais trouvées, c'est confirmé. Les gammes de température que j'avais trouvées se confirment assez bien sur le terrain. Voilà, donc c'est assez cohérent. Donc qu'est-ce qu'on a fait cette année en conduite en climat tropical? Donc ici, dans cette serre, on a commencé à avoir courant de mai du mildiou en pagaille sur les tomates. Et en fait, j'ai vu en parallèle que dans les essais en climat tropical qu'on faisait dans une petite serre, on avait des tomates qu'on avait un peu malmenées avec le climat tropical, notamment parce que c'était monté à 60 degrés, mais elle n'avait pas le mildiou. Et donc je me suis dépêché de commencer à réfléchir à installer les automatismes et à mener toute la serre en climat tropical. J'avais déjà fait quelques essais l'an dernier là-dessus. J'avais failli faire 2-3 bêtises bien dangereuses, donc j'avais mis en stand-by les essais grandeur nature pour me rabattre sur des petites serres. Et là, bon, vu les dégâts qui étaient en train de se faire avec le mildiou, je me suis dit, de toute façon, j'ai pas le choix. Et ce, d'autant plus qu'on avait la moitié de la serre aussi en concombre. Et là, j'avais du puceron qui était en train d'attaquer. Et donc, on était en train de se lancer à faire des traitements toutes les semaines qui fonctionnent qu'à moitié parce que c'est jamais assez bien fait. Et puis, globalement, comme on avait une année vraiment pourrie en termes de climat, ça ne poussait pas, ça traînait, c'était vraiment catastrophique. Alors que dans la serre où on faisait des essais de climat tropical qui n'étaient pas encore très bien régulés, où on avait du mal encore à trouver la bonne gestion d'irrigation, et on avait des super croissances sur nos cultures, notamment les concombres. Et donc je me suis dit non, là, les années pourries comme on a tous les 2 ans en Normandie, il faut vraiment que je mette au point cette logique de climat tropical, parce qu'on voit que même les mauvaises années avec peu de lumière, en augmentant la chaleur, on arrive à optimiser l'usage du peu de soleil qu'on a. Et en plus, les années où on aura des bonnes années, et sans doute qu'on pourra vraiment faire des très très bons rendements. Voilà, donc j'ai pas réussi à sauver à temps toutes les tomates, j'en ai sauvé un petit peu. Voilà, j'en ai sauvé un petit peu. Donc on a remplacé par des courgettes et des aubergines poivrons. Par contre, sur les concombres, alors, ils commençaient à être vraiment attaqués fort au moment où j'ai réussi à mener les premières conduites en climat tropical. J'ai pas voulu y aller trop violemment, donc j'ai fait des montées en température de plus en plus élevées pour essayer de ne pas faire de bêtises. Et il y a un moment où on a réussi à résoudre le problème des pucerons, je vais vous expliquer ça, et le problème du mildiou en même temps. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur les problèmes de maladie? Je vais vous expliquer après comment techniquement j'ai fait la conduite en climat tropical. Mais ce qu'on a compris sur les maladies, alors c'est notamment que le mildiou, en fait, si on dépassait les températures de 35 degrés, jusqu'à 40 degrés pour la tomate, il faut éviter de monter trop au-dessus de 45, ça commence à la faire vraiment souffrir. Et en fait, au-dessus de 35-40 degrés, en fait, tout simplement, le mildiou meurt. Et donc, à l'exception, en fait, des attaques de mildiou que vous pouvez avoir au sol, puisque ça va être, si vous arrivez à monter l'atmosphère à 35-40 degrés, notamment si vous êtes sur des systèmes en couvert permanent comme nous, en fait, la température dans le couvert ne va pas monter à 35-40 degrés. Et donc, on a le même problème sur le puceron, c'est qu'on arrive à détruire tous les pucerons, mais il en reste toujours un peu au pied des plantes, ce qui en soi aujourd'hui ne me gêne pas. Mais si vous avez des attaques de mildiou
au pied de la plante. En fait, il faut tondre le couvert pour vraiment laisser la chaleur pénétrer au pied de la plante. Parce qu'à partir du moment où vous avez un couvert, c'est ce qu'on avait mesuré l'an dernier dans nos essais de tomates, c'est qu'en fait, le couvert empêche la température de monter au-dessus de 30-35, assez précisément d'ailleurs. Et donc, ça va pas tuer le mildiou si vous avez des attaques au pied, vraiment dans la végétation du couvert. Là, j'en ai un là, un pied de tomate qui est en train de mourir justement parce qu'il y a une vieille attaque de mildiou qui reste depuis le début de la saison et qui vient de finir de tuer le pied. Donc à partir du moment où on a monté au-dessus de 30-35 degrés, on a vu le mildiou mourir. On vous montrera des photos, quoi, mais en fait il meurt sur les lianes. Bon, alors si vraiment la liane est trop attaquée, que les tissus sont trop attaqués, la tomate elle peut avoir du mal à se remettre. Mais si on est vraiment au début de l'attaque, même si les lianes sont complètement recouvertes du mildiou, en fait il meurt et la tomate peut très bien continuer à se développer. Et elle continue de grossir et on voit le mildiou qui est tout marron, qui se fend et la tomate qui continue de se développer. Les attaques sur les feuilles, c'est pareil, ça meurt. Ce que je vois aussi, c'est que si on a eu des attaques en début d'année, bah, on en a un peu toute l'année. Elles reviennent, puis vu qu'il y a des spores, elles reviennent beaucoup moins fort, mais elles reviennent quand même. Et donc à chaque fois, on refait des montées en température, 35-40, et ça empêche son développement. Voilà. Sur le mildiou, j'ai l'impression que l'humidité n'a pas d'importance, qu'on soit sur une gamme de température 35-40, sec ou humide. J'ai pas vu de différence. J'ai fait des essais donc avec aussi cette année en relation avec Charles Souillot et Xavier Dubruck sur toutes ces questions, puisque là, le climat pourri cette année, c'était quand même sur une bonne partie de la France. Et sur le mildiou, on a eu des résultats aussi bien avec des conduites chaudes mais sèches que des conduites chaudes et humides. Donc le mildiou, au-dessus de 35 degrés, visiblement ça le tue, c'est curatif. Donc voilà, pour moi c'est vraiment une très bonne solution. Pour détruire le mildiou, franchement c'est pas très compliqué. Vous mettez vos ouvrants automatiques à 35 degrés, allez, même un peu plus de 35. Vous mettez vos ouvrants automatiques à 35 degrés. L'après-midi, vous mettez des aspersions de 2 minutes toutes les heures pour mouiller bien toute la serre et être sûr de ne pas faire trop souffrir les plantes. 35 degrés, c'est une température où les plantes n'ont pas besoin de 90% d'humidité. Si vous êtes autour de 65-70, elles le supportent quand même assez bien. Il faut qu'il y ait de l'eau dans le sol quand même. Donc c'est assez facile quand même de détruire le mildiou. Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. La complexité, c'est si vous avez d'autres cultures dans votre serre en plus de vos tomates, je vois où il vous reste une série de salades ou quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas trop sûr que la salade va le supporter. Est-ce que ça la fait monter en graines, pas en graines, si vous avez, j'en sais rien, des fenouilles, etc. Bon. Est-ce que ces plantes-là le supportent? Je ne sais pas. Mais je pense que la plupart des plantes, 35 degrés avec beaucoup d'humidité, elles le supportent. Donc aujourd'hui, le mildiou, c'est quelque chose qui me fait vraiment plus trop peur. Et sur la tomate, et qui peut se détruire assez facilement. Combien de temps il faut pour réussir à détruire un mildiou? Je ne sais pas exactement, ça se fait en quelques jours. Comme en fait, là, on a eu une grosse attaque, on a fait plusieurs jours au-dessus de 35 degrés, ça a détruit le mildiou, je n'ai pas pu observer si la destruction du mildiou s'était faite en une journée, 2 journées, 3 journées. Mais conduire des serres 2-3 jours à 35 degrés, ça n'a rien de très compliqué. Voilà pour le mildiou. Ensuite, les pucerons. Donc on avait vraiment des attaques très très fortes sur les concombres. On était clairement en train de perdre la culture. Là, il y a encore 5-6 semaines, c'était un peu la grosse déprime ici au Serre de Marcel parce qu'on venait de perdre pas mal de tomates, on avait beaucoup d'oïdium sur les courgettes, les pucerons étaient en train de se faire ravager. Et en fait, on a réussi à détruire du puceron sur courgette sur une première serre. 3 journées qui étaient peu ensoleillées, très nuageuses. On a fermé complètement les serres, on a mis un petit peu d'aspersion l'après-midi, 4-5 aspersions de 2 minutes dans l'après-midi. Et en fait, au bout de 3 jours, on a observé les températures et l'humidité. Donc on n'est pas monté au-dessus de 35 degrés. Par contre, on est monté à des niveaux d'humidité très hauts. Et en fait, les pucerons sont tombés, ils sont morts, et ils sont tombés au sol, et ils sont tous morts. Voilà. Donc là, 3 jours à 35 degrés et à très haute humidité. Ça, c'est la première serre où on a réussi à se débarrasser des pucerons.
Donc voilà, la première serre où on a réussi à se débarrasser des pucerons. La courgette, 3 jours avec des montées en température, quelques heures dans la journée à 35 degrés. Donc c'est une serre avec des automatismes très simples, avec juste une consigne de température. On a fermé la serre, on a mis un peu d'aspersion. L'après-midi, 35 degrés pendant 3 jours, les pucerons sont morts. Comme là en plus on était sur des courgettes sur bâche, il n'y avait pas ce problème du couvert qui empêche la montée en température au pied de la plante, donc ça s'est très bien passé. J'ai aussitôt essayé sur les concombres et là ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'en fait il s'est mis à faire beau. Je voulais pas que ma serre monte trop en température, donc j'ai mis mes consignes d'ouvrant à 35 degrés. Et tous les jours, au moment où ça montait à température, la serre s'ouvrait un peu et en fait on perdait l'humidité. Et donc j'ai fait des montées en température pendant plusieurs jours à 35-40 degrés. J'osais pas tout fermer parce que je risquais de monter à 50-55 et voire 60 et là ça aurait pu poser problème. Et donc comme j'ouvrais un peu les serres quand même, et bien en fait on n'avait pas l'humidité qu'il fallait et donc malgré la montée en température, les pucerons ne mouraient pas. C'est la première hypothèse que j'ai émise et là on a eu de la chance, on a eu des journées plus nuageuses, enfin de la chance, ça arrive souvent en Normandie quand même. Et donc là, j'ai réussi à fermer complètement les serres. Bon, j'étais là toute la journée à surveiller. J'ai fermé complètement les serres et on a fait des montées en température à 45 degrés, très très humides. Et là, aussitôt, en fait, tous les pucerons sont morts. Et en 2 jours, j'ai tout dézingué. J'ai eu des retours donc notamment de Xavier Dubreuil qui a réussi à sauver des cultures comme ça en une seule journée. Ils ont fermé les serres, des serres bien étanches. Alors ça c'est un point très important, c'est que si vous avez des serres qui ne sont pas bien étanches, vous n'arriverez pas à avoir ces montées en humidité qui tuent les pucerons. Et ça c'est vraiment important. Donc vous pouvez, en mettant beaucoup d'eau et en montant en température, peut-être finir par les avoir, par les tuer, peut-être empêcher leur développement, parce que très chaud ils n'aiment pas trop, et si vous arrivez à monter un peu l'humidité, ils vont encore moins aimer. Mais pour les tuer vraiment rapidement, il faut vraiment des niveaux d'humidité au-dessus de 90%. Et donc si vous avez des fuites dans votre serre, eh bien ça ne va pas fonctionner. On va le voir dans une autre serre qu'on a sur ce qu'on appelle nous le site 1 ici au Serre de Marcel, où j'avais des concombres et des courgettes qui avaient des pucerons. Et j'ai eu un peu plus de difficultés à m'en débarrasser parce qu'il y a plein de fuites dans la serre. Donc ce qu'on a compris sur le puceron, c'est que il n'y a pas besoin d'une très haute température. 35 degrés, ça a l'air de le faire. Par contre, il faut vraiment de l'humidité, une saturation d'humidité très forte pour tuer le puceron. Alors pourquoi il meurt? Comme je vous disais, c'est sans doute que c'est une petite bête qui n'aime pas surchauffer et qui donc d'une manière ou d'une autre doit, comme nous, avoir une certaine sudation pour refroidir. Et à partir du moment où l'humidité relative est trop élevée, en fait, il peut suer autant qu'il veut, il ne perdra pas de calories parce que sa sueur ne va pas s'évaporer. Donc il ne pourra pas évapotranspirer et il ne pourra pas refroidir et en fait, il semble mourir. Alors j'ai trouvé d'autres biblios qui parlaient de problèmes digestifs, au-dessus de 30 degrés, bon bref, j'ai plutôt le sentiment que c'est un simple problème de chaleur corporelle, et c'est la même chose sur les acariens. Saturation d'humidité, ça j'avais résolu le problème il y a 2 ans déjà sur des patates douces qui étaient remplies d'acariens, donc c'était un tunnel fraisier assez long, il y avait une attaque d'acariens sur patates douces, parce qu'en fait, on avait dans le tunnel, ça faisait un courant d'air. L'air, comme le tunnel était ouvert que aux extrémités, il était fermé sur les bords, ça faisait un courant d'air, l'air rentrait, il chauffait, et donc il était toujours très sec, il desséchait la serre, et les acariens aimaient bien ça. Et il se développait, ma culture de patates douces était en train d'être détruite. J'ai fermé la serre, j'ai mis 9 aspersions dans l'après-midi et en 48 heures, tous les acariens sont morts. Et là, j'ai vu les patates douces se remettre à se développer en l'espace de 3-4 jours de manière incroyable. Les patates douces supportent très très bien le climat tropical. La première serre dont je vous ai parlé, où on a réussi à se débarrasser des pucerons, il y avait aussi des patates douces. Et là, on a vu qu'on les avait fait planter assez bonne heure et elles ne poussaient pas à cause du mauvais temps. Et là, dès qu'on est passé en climat tropical, elles se sont mises à pousser comme des folles, quoi. Vraiment, elles sont très belles, elles poussent très très bien. Donc, acariens sur patates douces, ça marche aussi. Et là, j'ai une autre serre où j'ai des attaques d'acariens sur des concombres. Et j'arrive pas à m'en débarrasser parce qu'en fait, il y a des fenêtres cassées qui amènent un courant d'air sec. Et donc, dans certaines zones de la serre, j'arrive pas à monter en humidité pour détruire les acariens, quoi.
J'ai eu beau mettre de l'aspersion. On dit que les acariens n'aiment pas l'aspersion, que c'est peut-être un bon outil, c'est des choses que vous allez peut-être entendre, que l'aspersion c'est un bon outil peut-être pour se débarrasser des acariens. Je pense que c'est plutôt l'humidité ambiante amenée par ces aspersions qui est un très bon outil. Et si vous arrivez à allier température et humidité, en fait ça, il faudrait qu'on le reconfirme un peu parce que j'ai pas beaucoup de recul sur les acariens, mais le fait est que dès qu'on met de l'humidité et de la température, on voit que ça les flingue et ça résout le problème. Par contre, s'il n'y a pas l'humidité, je pense que c'est comme sur le puceron, vous n'arrivez pas à les détruire. On a eu l'oïdium aussi, et l'oïdium, ça s'est fait comme le mildiou, en gros, plus de 35 degrés pendant 2-3 jours, et puis on a vu que les feuilles de courgettes, donc c'était principalement sur courgettes, les feuilles avaient toujours leur tache blanche, mais on voyait que le chevelu de l'oïdium était plus le même, il était en train de mourir. Je ne saurais pas vous dire si ça peut se faire en une journée ou en 5 jours, la destruction de l'oïdium, mais en tout cas ça a été aussi assez rapide. Et du fait qu'on ait mis la serre en climat tropical, on a tout de suite vu les courgettes se mettre à se redévelopper. Dans le même temps, elles avaient les pucerons. On a aussi réussi par se débarrasser des pucerons avec la conduite en climat tropical. Voilà, et donc ce qui s'est passé, c'est que là au mois de juillet, on a réussi à finir de juguler tous nos problèmes. Et au fur et à mesure que j'ai passé les serres en climat tropical les unes après les autres, que j'ai trouvé les bonnes logiques, on a vu tout se remettre à pousser, un truc de dingue. Et honnêtement, j'ai jamais eu des concombres qui poussent aussi vite, des courgettes qui se développent aussi vite et des tomates qui poussent aussi vite en serre froide, quoi. Enfin, si, ça nous est arrivé certaines bonnes années d'avoir des tomates, des cultures qui poussent très bien en serre froide, mais là on a une constance, je vais vous expliquer pourquoi. On a une constance dans la croissance. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. Peut-être une petite précision sur la gestion des maladies, c'est que si vous avez des attaques en vraiment tout début de saison et qu'il ne fait pas assez beau pour pouvoir faire des conduites en climat tropical, comme cette année c'était vraiment compliqué, rien n'empêche quand même de faire un traitement ou deux si vous maîtrisez un peu ça. Nous c'est quand même ce qui nous a permis de sauver les concombres dans plusieurs serres, parce qu'ils étaient encore petits et donc c'était encore techniquement faisable de faire des traitements à peu près efficaces parce qu'il n'y avait pas trop de surface foliaire à traiter. Donc dans cette serre là notamment, on a fait 2 premiers traitements au savon noir et à l'huile essentielle d'orange, là j'ai oublié le nom. On a fait ces 2 traitements, ils n'étaient pas très bien faits, mais ça a permis de détruire une bonne partie des pucerons, de vaguement sauver les concombres, bien que les pucerons se redéveloppaient très très vite. Mais le temps qu'on fasse ça, on a commencé à avoir des journées un peu plus chaudes, j'ai réussi à mettre en place la conduite tropicale et c'est ce qui nous a permis de sauver les cultures. Sur le mildiou, ce qui marche bien, c'est le gluconate de cuivre. Je ne sais plus le nom du produit commercial, mais le gluconate de cuivre, ça marche bien, ça tue le mildiou dans les feuilles. Donc quand vous commencez à avoir les toutes premières attaques de mildiou visibles, si vous faites un traitement, vous allez voir, il y a plein de taches marron qui vont apparaître 48 heures, 24-48 heures après le traitement. C'est le champignon qui est en train de se développer dans les feuilles qui meurt. Le gluconate de cuivre, ça marche bien. Donc si vous êtes vraiment dans une saison de l'année où il fait vraiment trop moche et que vous ne pouvez pas faire de conduite au-dessus de 35 degrés, néanmoins quelques traitements quand les cultures sont jeunes, ça peut sauver les cultures quand même. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut mettre tout de suite les traitements à la poubelle, ça peut quand même nous résoudre des problèmes et nous rassurer sur le fait qu'on peut faire des plantations très tôt, même si on est dans des contextes pédoclimatiques où c'est difficile de faire du tropical très tôt, comme chez nous en Normandie. Donc voilà, et globalement, je suis quand même plutôt pas mal content, donc il y a encore peut-être des ajustements à faire, c'est même sûr, il y a encore beaucoup d'ajustements à faire, mais globalement, j'ai rarement eu dans ma carrière des courgettes qui poussent autant, des concombres qui poussent autant et des tomates qui poussent autant. Et je suis bien rassuré sur les années qui viennent. Je pense qu'on va pouvoir planter plus tôt, améliorer la santé des cultures plus tard dans la saison, donc avoir des fins de saison avec des plantes en meilleure santé. Bon, évidemment, après, quand ils gèlent, c'est fini, quoi. Mais ici, par exemple, ces serres, en fait, j'ai des chauffages gaz que j'ai toujours pas utilisés, là, depuis 3 ans qu'on a lancé le projet des serres de Marcel. Et donc maintenant, alors pourquoi je les ai pas utilisés ces chauffages gaz? Parce que
Pourtant, j'avais acheté du gaz bio. Là, on peut avoir du chauffage gaz en bio suivant le type de gaz qu'on achète. Donc, Primagaz nous a vendu du gaz, entre guillemets bio. Et c'est des gros souffleurs à gaz. Et donc ici, nous, on pourrait les utiliser pour planter les cultures d'été 15 jours, un mois, peut-être même certaines années, un mois et demi plus tôt. Puisque si on plante très tôt, en fait, nous, le risque ici, c'est d'avoir des gelées tardives. Et avec des chauffages gaz bien réglés, en fait, ça représenterait, je ne sais pas, peut-être une nuit par semaine où il faut mettre un petit peu de chauffage, peut-être 2 nuits par semaine où il faut gagner 5 degrés pour empêcher que ça gèle dans la serre, quoi. Donc ça serait une consommation de gaz qui n'est vraiment pas très importante, mais qui peut vraiment permettre de beaucoup rallonger la culture. Donc là, j'ai le sentiment que ça commence à être intéressant techniquement, économiquement. Et je ne les avais pas mis en route jusqu'à présent, ces chauffages. Parce que ça représentait un investissement en plus au démarrage de la culture et j'avais encore beaucoup de mal à gérer mon irrigation, beaucoup de mal à gérer mes problèmes sanitaires et donc j'avais pas envie de faire un investissement en plus dans la culture qui coûtait un peu cher, qu'il fallait gérer pour une culture qui n'avait pas le retour sur investissement nécessaire. Mais là, ça change complètement les perspectives, donc je pense que l'an prochain, je vais essayer de remettre en route mes chauffages gaz pour rallonger mon cycle de culture. Itinéraire technique, outils de planification, gestion de la fertilité ou encore atelier volaille, tous nos experts vous livrent leur savoir-faire dans des formations 100% finançables Vivea. Vous trouverez toutes les informations en commentaire de cette vidéo. Un dernier point donc quand même sur la gestion des cultures, puisque chaque culture vis-à-vis de la gestion tropicale vont avoir quelques particularités. Sur la plupart des variétés de concombres, là j'en ai quand même 4. J'ai pas de problème de pollinisation. Certaines variétés, je trouve, en ont encore un peu. Il y a un peu de perte. Je ne sais pas encore si je dois attribuer à ça au fait que c'est des concombres qui ont beaucoup souffert des pucerons au début et qu'ils sont encore en train de se remettre de leurs émotions et que c'est pour ça qu'ils ont un peu du mal à faire une bonne floraison, pollinisation, nouaison. Mais j'ai des variétés sur lesquelles ça se passe très très bien, même avec des conduites à 40-45 degrés et une humidité pas si élevée que ça, autour de 70%. Donc on est quand même sur des grosses températures, un peu sèches, parce que c'est des serres, on va aller la voir après, où j'ai qui sont pas étanches. Et là, vraiment très très peu de problèmes de pollinisation sur certaines variétés. Donc on va refaire dès l'an prochain, bon là déjà cette année on va pouvoir faire des observations, mais l'an prochain on va refaire une batterie d'essais avec différentes variétés de concombres pour trouver celles qui se comportent le mieux. On a aussi vu une forte plasticité de l'architecture de la plante et surtout du nombre de fruits qui étaient produits en fonction de la température et de la croissance de la plante. Et donc on a des variétés là sur l'autre site où on a 2-3 concombres, voire 4, et j'ai même vu des fois 5 concombres sur chaque feuille. Donc ça fait vraiment beaucoup de concombres. Et donc des charges en fruits qui sont énormes. Je suis en train d'observer si la plante arrive à porter ces concombres-là. Évidemment, ça ralentit la croissance de la liane, mais en fait, moi, ça me va, parce que je ne vends pas de la feuille et je ne vends pas de la liane. Et les gourmandages et le tutorage, c'est du temps de travail. Je vends des concombres. Donc, en fait, je vais essayer d'explorer cette voie-là, à savoir des variétés avec beaucoup de charge en fruits, une très grosse charge en fruits, beaucoup de concombres, quitte à ce que ça me ralentisse la liane. En fait, tant mieux. Voilà. Même logique sur les tomates. Beaucoup de producteurs de tomates, dans leur suivi de culture, ils apportent une assez grande importance à la croissance journalière de la tomate, ce qui est assez cohérent, puisque si elle pousse bien, ça veut dire qu'elle est dans des bonnes conditions, qu'on a une bonne conduite de la culture. Sauf qu'en fait, une fois de plus, on ne vend pas de la feuille et de la liane, on vend de la tomate. Et donc, on va faire des essais variétaux l'an prochain. Et on va essayer de trouver des variétés avec des grosses charges en fruits sur les bouquets, quitte à ce que ça ralentisse la croissance de la tomate. Comme ça, on aura moins dégourmandage, moins de palissage, tutorage et plus de fruits. Et donc, qu'est-ce que ça voudra dire au niveau de la physiologie et du rendement de la plante? Ça voudra dire que si par exemple sur une tomate, on a un bouquet, 3 feuilles, un bouquet, 3 feuilles, et ça voudra dire que si le bouquet est beaucoup plus gros, les 3 feuilles, elles vont avoir une durée de vie plus longue et
elles ont une durée de vie plus longue, et durant cette durée de vie plus longue, elles vont nourrir plus de tomates. Et donc globalement, on va aussi avoir moins d'égourmandage, et donc globalement moins de travail pour une meilleure rentabilité. Chaque feuille aura un meilleur retour sur investissement vis-à-vis de l'équilibre thermodynamique de la plante. Et voilà, donc on va plutôt chercher des plantes avec des très grosses charges en fruits, quitte à ralentir les croissances. Surtout que là, avec les croissances qu'on a sur concombre, ça devient vraiment ingérable. J'ai des variétés qui poussent de 50-60 cm par semaine. C'est vraiment beaucoup, et je pense qu'en plus ça peut monter encore plus haut, parce que je vous dis, c'est des concombres qui ont pas mal souffert. Donc si dès le début de la culture ils étaient en bonne santé, je ne sais pas jusqu'où ça peut bien monter, peut-être 1 mètre par semaine, je ne sais pas, mais enfin c'est vraiment impressionnant, ça pousse vraiment beaucoup. Et surtout j'ai pas fini d'affiner la gestion climatique en tropical et de trouver les optimums de température. Donc on va aller vers possiblement des choix variétaux avec plus de charge en fruits. Sur les concombres, donc une petite observation, certaines variétés semblent peut-être avoir des problèmes de pollinisation avec les températures, mais d'autres pas du tout. La tomate, ça se passe plutôt bien. Là aussi, la tomate, les problèmes de pollinisation me semblent toujours beaucoup plus liés à des problèmes d'irrigation. Toutes les serres où on a mal réussi à un moment à gérer l'eau dans le sol, trop d'eau, pas assez d'eau, là on a vu des grosses pertes, beaucoup de fleurs coulées et des pertes de pollinisation. Donc je n'ai pas l'impression que ce soit le climat tropical qui pose problème. Alors sauf si on est sur des engrais 100% minéral chimique. Ça clairement, ça renforce pas la plante, et au moindre stress climatique, elle risque d'avoir des mauvaises floraisons. À partir du moment où on est en sol vivant, on a l'impression qu'il y a quand même... À partir du moment où on est en sol vivant, on a l'impression d'avoir une meilleure résilience de la floraison. Mais là, les problèmes résiduels qu'on a, je les attribue plus à une mauvaise gestion de l'irrigation. Un peu trop d'eau, un peu pas assez d'eau. Je vais y venir sur l'irrigation, c'est un petit peu subtil de combiner irrigation du sol et humidification de l'atmosphère. C'était un des points que j'ai eu le plus de mal à gérer. Et il y a encore un peu de travail. Ensuite, aubergine poivron, il n'y a juste pas grand chose à dire. Ça fleurit bien, ça pousse bien. C'est assez résilient. Si ça monte un peu trop en température, ça souffle pas trop. Un peu trop d'eau, un peu pas assez d'eau, ça a l'air plus résistant que la tomate. Autant que le concombre et la courgette. C'est sur la courgette où j'ai des problèmes, puisque si on ferme la serre, évidemment, les insectes pollinisateurs ne peuvent pas venir, ne peuvent pas rentrer. Et donc j'ai une mauvaise pollinisation sur mes courgettes là, qui ne sont pas parthénocarpiques. Et même si j'ouvre les serres pour la pollinisation le matin, j'ai quand même l'impression d'avoir des pertes de fruits malgré une bonne présence des insectes. Donc là, j'ai pas encore pris le temps, mais je vais chercher. Si vous avez des infos là-dessus, je prends. Mais il semble que de toute façon, la pollinisation, évidemment, dépend de la présence des insectes pour amener le pollen des fleurs mâles aux fleurs femelles, mais dépend aussi de la température et que le pollen soit détruit dès qu'on est un petit peu trop haute température. Voilà. Une des solutions, ça peut être aussi les variétés parthénocarpiques, mais j'en ai pas cette année, j'ai pas testé parce que la graine vaut un peu cher. Mais là, vu les résultats que j'ai, je me dis que ça peut valoir le coup d'investir dans une graine un peu chère, si derrière ça me permet de faire une conduite en climat tropical et que la variété me plaît, qu'elle est bonne et que ça se passe bien. Donc qu'est-ce que j'ai fait? On va le voir après sur les automatismes pour régler ce problème de pollinisation. Et c'est qu'en fait, 2 heures tous les matins, j'ai mis une horloge relais avec une résistance variable qui fait croire à la serre que 2 heures tous les matins, il fait 50 degrés. Et donc, elle s'ouvre de 10 heures du matin à midi. Elle s'ouvre et puis après, elle se referme. Je vais vous montrer comment j'ai bricolé ça. Sinon, la gestion des couverts, on peut peut-être en toucher un mot. Je vous disais, ça maintient un peu les foyers de pucerons. Aujourd'hui, ça ne m'inquiète pas trop. Si vous voulez traiter ça, si vous avez beaucoup de problèmes et que vous voulez vous rassurer, en début de culture, il faut les tondre. Et dès qu'il y a des attaques de pucerons, il faut les tondre. Ce qui est compliqué, c'est quand on a des courgettes et beaucoup de végétation, là, ça devient très compliqué de gérer les couverts. Mais aujourd'hui, avec la gestion tropicale qui nous permet de gérer les pucerons, ça me fait beaucoup moins peur. Et sinon, faut effeuiller en bas. Il faut effeuiller en bas pour éliminer les foyers de pucerons et puis faire de la conduite tropicale pour détruire les pucerons.
Et puis dernier point, si peut-être, oui, c'est la cladosporiose. Sur l'autre site, on a de la cladosporiose. Je pense que globalement, de ce que j'en sais, de ce que j'ai vu, la clado, ça vient de moments où on a laissé dessécher le sol et où il y a eu des racines qui ont été détruites par le sec. Nous, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des moments où on a installé des sondes d'humidité qui réagissent, mais à des niveaux un peu trop bas. Alors, elles sont pas mal, ça me permet de bien réguler l'eau, mais j'en suis pas tout à fait satisfait. Et donc, on a installé les sondes, on a coupé l'irrigation en se disant, on coupe l'irrigation, on attend que les sondes commencent à réagir et qu'elles arrêtent d'être saturées en humidité. Et en fait, au moment où elles ont commencé à réagir, on s'est rendu compte que les sols étaient complètement desséchés. On l'a vu parce que les feuilles des tomates commençaient à gentiment se racornir et les sols étaient complètement desséchés. Et là, 10-15 jours après, on a vu apparaître de la cladosporiose et l'attaque, elle est encore un petit peu violente. Et je ne sais pas si on peut détruire la cladosporiose avec du chaud humide. Le chaud tout court ne fonctionne pas, puisque la serre où on a de la clado, elle monte facilement à 40 degrés par moment et ça ne tue pas la clado. Est-ce que le chaud humide pourrait la tuer? Je ne sais pas. C'est pas un insecte, ça transpire pas. Et puis je ne peux pas monter à forte humidité cette serre. On va essayer d'installer de l'aspersion pour essayer de résoudre le problème. Et là voilà, il reste la cladosporiose. Mais je pense que l'apparition de clado, très souvent, c'est lié à un problème d'assèchement des sols à un moment dans la culture. Alors notamment les gens qui sont en goutte à goutte, ça je l'ai vu beaucoup de fois, c'est que quand on installe les cultures en début de saison, souvent les sols sont humides de manière homogène en serre froide parce qu'on a fait une culture d'hiver, qu'on a irrigué avec de l'aspersion. Les sols sont humides de manière homogène. Et si vous avez l'habitude de conduire vos tomates en goutte à goutte, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous n'allez pas avoir une humidité très homogène dans le sol. Votre culture va s'implanter dans un sol humide, donc la tomate, elle va envoyer ses racines dans tout le volume du sol. Mais comme vous êtes en goutte à goutte, au fil des semaines, il y a un volume non négligeable du sol qui va commencer à sécher, il va rester humide que sous les goutteurs. Et là, vous pouvez avoir des dégâts sur les racines qui peuvent amener de la cladosporiose. C'est pas du tout systématique. Ça dépend des types de sol, ça dépend de la vitesse à laquelle tout ça se passe, mais très souvent toutes les attaques de cladosporiose que moi j'ai vues pouvaient potentiellement s'expliquer à un moment par un assèchement d'un certain volume du sol et donc une destruction d'une partie du système racinaire des tomates. Voilà. Pareil, si vous avez des retours là-dessus, je suis preneur, mais pour l'instant, pour moi, le facteur surdéterminant dans l'apparition de la cladosporiose, c'était du sol qui se dessèche par endroits, très souvent à cause des gouttes à gouttes, et donc apparition de cladosporiose. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Tomates, aubergines, poivrons, concombres, haricots, j'ai pas refait beaucoup d'essais. La floraison a l'air de bien se passer sur le haricot, c'est relativement autogame. Je vous dis, le haricot, là où c'est très compliqué, c'est que le moindre coup de sec, ça crame. Donc vous pouvez faire des essais, mais c'est une des cultures qui, à mon avis, sera le plus compliqué à faire en climat tropical. Voilà, maintenant on va aller aux automatismes et à la régulation climatique. Alors je vais vous présenter les automatismes déjà qu'on a sur la serre, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, et en fonction de ce qu'ils sont capables de faire, comment je les ai modifiés pour réussir à faire quelque chose qui ressemble plus à un climat tropical qu'à un climat chaud sec ou froid humide. Donc ici c'est une quintuple chapelle où les 3 chapelles du milieu ont des ouvrants en toiture. Et 2 ouvrants latéraux. L'ouvrant en toiture est intéressant parce que quand on peut l'ouvrir très progressivement, et globalement ça provoque pas tout de suite un très gros courant d'air dans la serre. C'est que les 3 chapelles du milieu, donc durant la journée quand ça monte doucement en température, on peut ouvrir doucement les ouvrants à partir d'un certain seuil de température. Et on va commencer à avoir une première évacuation de chaleur. Et juste avec ces ouvrants-là, sur cette quintuple chapelle qui fait 1000 m², en fait, les journées pas trop chaudes, juste avec les 3 ouvrants en toiture, j'arrive à maintenir la température pas trop élevée. Donc autour de 35 degrés. Ce qu'il faut bien comprendre par contre, c'est que dès qu'on commence à ouvrir les ouvrants, on a de l'air chaud humide qui s'en va, et donc on est en train d'assécher la serre. Donc tant qu'on reste en dessous de 30-35 degrés, ça ne pose pas trop de problèmes aux cultures. Il suffit de mettre quelques aspersions dans la journée, voire même pas du tout. Si le sol est bien humide, ça fait le boulot. Surtout si on est en couvert permanent
avec des cultures avec des très grosses surfaces foliaires, en fait, la simple évapotranspiration du couvert et des cultures, ça permet quand même de maintenir une humidité atmosphérique dans les cultures, entre les rangs, et donc que la plante ne souffre pas trop de la chaleur. Voilà. Jusqu'à des températures de 35 degrés, si vous avez une bonne couverture végétale, franchement, il n'y a pas de problème particulier sur l'humidité, même sur la tomate, ça semble pas trop mal se passer. Par contre, dès qu'on va monter un peu au-dessus, on a plutôt intérêt à commencer à mettre de l'aspersion. Alors notamment les journées très chaudes, si on ouvre en grand les ouvrants de toiture, on a quand même un air très sec qui rentre dans la serre. Et là, il faut regarder, mettre des sondes, mais globalement, il va falloir mettre un petit peu plus d'aspersion pour le confort de la plante. Voilà, donc rien qu'avec les 3 ouvrants en toiture, les journées pas trop ensoleillées, j'ai pas besoin de les ouvrir, d'ouvrir plus. Alors notamment, j'ai pas besoin d'ouvrir les latéraux. Et donc je préfère ne pas ouvrir les latéraux parce qu'en fait, quand j'ouvre les latéraux, ça fait un grand courant d'air dans toute la serre, et notamment les 2 chapelles des côtés. Ils ont une température beaucoup plus basse parce que suivant le sens du vent, ils prennent de l'air froid qui est de l'air qui est à moins de 35 degrés, donc un peu froid et qui en plus est souvent très sec. Et donc ça assèche la plante parce que ça fait vraiment un courant d'air. Et donc elle ne se retrouve pas vraiment à haute température, mais plutôt à 25-30. Et c'est de l'air sec qui la stresse, quoi. Alors qu'elle va préférer un 35 degrés humide. Donc en fait, la première chose que j'ai fait dans cette serre, et qui aujourd'hui me semble valable, c'est de mettre une consigne de température à 35 degrés sur les ouvrants en toiture. Donc dès qu'on atteint 35 degrés, ça commence à s'ouvrir doucement. Et je n'ouvre les ouvrants latéraux que quand on va dépasser les 38-39 degrés. Vraiment les journées de canicule où il fait très très chaud, où là on refroidit la serre parce qu'il fait vraiment trop chaud. Et là, dans ces journées-là, j'ai jusqu'à 6 programmes d'aspersion de 2 minutes, d'aspersion pendulaire en hauteur, qui mouille toutes les plantes, qui mouille le couvert et qui maintient l'humidité. Pour l'instant, c'est le compromis que j'ai trouvé. Donc, dans cette serre, j'ai 2 réglages de consigne de température, une pour les latéraux et une pour la toiture. Si vous avez qu'une consigne de température pour tout, on va faire avec. Mais globalement, c'est quand même mieux de ne pas trop ouvrir les latéraux, ça fait vraiment des courants d'air secs. Bon, mais après, c'est des questions de compromis. Là, j'ai optimisé les choses comme ça. Donc, ça se fait avec ce vieux Mini Clim 2000, 200. Qu'est-ce qu'on peut régler avec ça? Quand on va dans les menus installateurs et constructeurs, on peut régler les temps d'ouverture, les temps d'ouverture complets, c'est-à-dire combien de secondes il faut pour ouvrir complètement les ouvrants. Donc ça, il faut bien les régler. On peut régler les pourcentages d'ouverture à chaque top. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dépasse la consigne, la serre va ouvrir progressivement avec un certain pas de temps les serres. Donc on peut régler ce pourcentage d'ouverture. Et on peut régler le temps entre chaque top. Donc tous les combien de minutes, tous les combien de secondes, on va commencer à ouvrir. Donc ici, j'ai fait un réglage où on ouvre de 5% tous les 2 minutes quand on commence à dépasser les consignes. Donc c'est une ouverture ni très rapide, ni très lente. Ça s'ouvre gentiment. Ça permet, quand on a des temps nuageux, des journées nuageuses, s'il y a une petite éclaircie, que ça commence à s'ouvrir, mais que ça ne s'ouvre pas en grand d'un coup et que ça ne refroidisse pas toute la serre et qu'on ne perde pas toute l'humidité, quoi. Et les journées où le soleil s'installe durablement, elle va s'ouvrir doucement. Donc comme on est à 5% tous les 2 minutes, il faut faire 20 fois 5% pour que ça fasse 100%. Donc elle va s'ouvrir en 20 fois 2 minutes. Donc elle va s'ouvrir complètement en 40 minutes. Voilà. Sachant que ce que j'ai fait aussi comme réglage, c'est que j'ai réussi à déterminer qu'en fait mes ouvrants de toiture, ça servait à rien de les ouvrir à plus de 50%, parce qu'à plus de 50%, j'avais déjà énormément d'évacuation de chaleur. Et donc si je les ouvrais à plus de 50%, en fait, j'allais immanquablement faire descendre ma température, même en journée de canicule, en dessous de 35 degrés. Enfin, il faut vraiment des journées très très chaudes pour que ça monte au-dessus de 35. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ouvre les latéraux. Mais donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai limité le maximum d'ouverture des ouvrants en toiture à 50%. Et ça évite que la serre se mette à s'ouvrir à 100%, qu'elle refroidisse trop, et qu'ensuite elle se referme,
comme elle se referme, elle remonte en température et après elle se rouvre. Donc vous voyez, elle yoyote comme ça toute la journée. Donc en fait, je préfère que les journées il fasse très chaud, mes ouvrants en toiture soient tout le temps bloqués à 50% d'ouverture et ensuite j'ouvre les latéraux. Ça évite que ma serre fasse le yo-yo, je ferme, j'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Voilà. Donc 50% d'ouverture, c'est juste ce qu'il faut pas assez pour que ça monte un peu au-dessus de 35 degrés et à partir de 38, j'ouvre les latéraux. Mais 38 degrés, ça reste une température tout à fait correcte pour des cultures comme le concombre, la tomate, la courgette, à partir du moment où on met de l'humidité. Donc voilà, 35 degrés sur les ouvrants en toiture, 38 sur les latéraux, donc ça crée toujours un décalage temporel. Hein, les toitures s'ouvrent avant les latéraux et les latéraux ne s'ouvrent que les journées très chaudes. Une ouverture qui n'est pas maximale en toiture pour justement éviter cet effet de yo-yo, et là dans ma serre c'est un 50% d'ouverture. Donc en fait ce que j'ai dit n'est pas tout à fait vrai, ça ne met pas 40 minutes à s'ouvrir, mais 20 minutes parce que je suis au maximum à 50% d'ouverture. Voilà, ça c'est des réglages, vous pouvez jouer avec, trouver la logique. J'ai mis un peu de temps à trouver quelque chose qui soit confortable pour les plantes, qui fasse que la serre ne fasse pas tout le temps yo-yo. Le défaut que j'ai dans cette serre sur ce phénomène d'ouverture-fermeture yo-yo des serres, c'est que j'ai une sonde qui a un peu d'inertie. C'est une sonde qui est dans un tube en PVC assez épais. Et en fait, elle prend le rayonnement direct, donc elle chauffe. Et donc, si à un moment on a un passage nuageux, en fait, elle va continuer assez longtemps d'envoyer un signal disant qu'il fait assez chaud dans la serre. Et donc la serre va continuer de s'ouvrir alors qu'en fait on a un passage nuageux et qu'elle devrait se refermer. Donc j'ai de l'inertie dans la sonde et c'est ça qui fait pas mal le yo-yo. Donc la solution pour ça, c'est de mettre des ombrages sur les sondes, mais aussi de trouver des sondes qui ont peu d'inertie temporelle, qui soient très réactives. Donc ça, je ne m'en suis pas encore occupé, je vais m'en occuper. Et ça permet d'éviter que ça fasse trop le yo-yo. Et peut-être que si on a des sondes beaucoup plus réactives, le temps entre chaque top, il faut le rallonger un peu. Parce que sinon, là, la serre va s'ouvrir, se fermer au moindre passage nuageux. Et là, vous avez le risque d'user vos ouvrants. Parce que c'est quand même le truc, c'est que les ouvrants, il ne faut pas les ouvrir et fermer 50 fois dans la journée. Vous allez les user et les abîmer, quoi. Voilà. Donc j'ai trouvé un peu ce compromis. C'est des réglages relativement simples, mais voilà, ça fonctionne pas trop mal. Donc ça, c'est une logique pour réussir à maintenir une température à 35 degrés, pas beaucoup plus, 38, 39, 40, les journées où il fait très chaud, quoi. Ce que j'avais fait aussi en début de saison, ou enfin c'est plutôt quand il fait très chaud, c'est je maintiens un minimum d'ouverture de 5%, donc ça laisse une petite fente aux ouvrants en toiture. Le matin, je laisse ces 5% d'ouverture, la nuit aussi, j'avais fait ça à un moment. Ça permet que quand le soleil arrive et qu'il se met à faire très chaud d'un coup, en fait la serre monte doucement en température. Comme j'ai une petite aération, la chaleur commence à sortir et la serre se met à s'ouvrir que quand vraiment il se met à faire très chaud. Ça permettait que la serre ne monte pas trop vite en température d'un coup, et c'est aussi dans les moments où on a des climats très nuageux avec 2 heures de nuages, 2 heures de soleil, 2 heures de nuages, le fait de laisser une petite ouverture en toiture, ça permettait que la serre, pareil, fasse moins le yo-yo. Bon, une de mes idées aussi derrière ça, c'était de dire que la nuit, j'allais laisser cette petite cheminée de ventilation pour que ça sèche la nuit, pour avoir un climat plus frais et pas trop humide la nuit, et un climat chaud et humide le jour, en me disant que c'était le froid humide la nuit qui pouvait amener des maladies. Et au final, j'ai arrêté de faire cette ouverture parce que sur le yo-yo, ça ne fonctionne pas si bien que ça, c'est pas si intéressant que ça. Et en fait, le fait d'avoir des températures plus fraîches et humide la nuit, en fait, ça ne m'amène pas de problème de maladie si en journée ça monte en température. Voilà. Si tous les jours vous montez au-dessus de 35 degrés, vous n'aurez pas d'apparition de mildiou, même si vous êtes à 15 degrés à 100% d'humidité toute la nuit, quoi. Par contre, la grosse différence que j'ai vue, c'est que si le soir je ferme complètement les serres à partir de 19-20 heures, que je ne laisse pas du tout de cheminée d'ouverture, là, j'enferme de la chaleur dans la serre et pendant une bonne partie de la nuit, j'ai 10-15 degrés de plus dans la serre. Et ça, sur la croissance, j'ai clairement vu la différence. Donc, l'option que j'ai adoptée aujourd'hui, c'est que
vers 19-20 heures, je ferme, enfin ça dépend des jours, quoi, mais j'enferme la chaleur le soir dans la serre, je l'enferme avec l'humidité, et ça ne pose pas de problème particulier de ce que j'en ai observé aujourd'hui. Voilà, donc ne pas avoir peur d'enfermer beaucoup d'humidité la nuit si le lendemain vous avez des montées en température. Voilà. On va le voir après dans une autre serre, si on a moins d'automatisme, quel compromis on peut trouver pour quand même faire des conduites chaudes et humides, voire même des serres où il n'y a pas du tout d'automatisme. J'ai trouvé des pistes de travail qui semblent assez intéressantes. Après, on a rajouté des choses sur l'irrigation et sur le forçage des ouvertures, notamment pour la pollinisation. Donc ici, dans mon tableau électrique, j'ai installé une horloge relais toute bête avec ce vieux bouton de régulation de serre que j'ai trouvé, qui est en fait une résistance variable, puisqu'une sonde de serre ou une sonde d'humidité, une sonde de température, en fait, c'est simplement des résistances variables. Ah, ça se met en route. C'est simplement des résistances variables. Et donc ce que je fais avec cette horloge relais, c'est que j'ai le fil de ma sonde de température de la serre qui arrive à l'horloge relais, et je peux programmer des plages horaires où je vais renvoyer l'information de la sonde à mon Miniclim 2000, ou des plages horaires où je vais renvoyer la valeur de la résistance variable que j'ai installée ici. Et donc je peux mentir à la serre et lui faire croire qu'il fait soit très froid, soit très chaud. Donc en fait, ce que je fais là, c'est que j'ai deux programmes tous les matins. Donc un programme qui enclenche à 10 h, un programme qui arrête à midi. Et j'ai réglé la résistance variable pour qu'elle me donne une température de 50 degrés. D'ailleurs là, en ce moment, elle est enclenchée. Voilà, je suis à 46,3. Si je bouge un tout petit peu le bouton, hop, là je monte à 47. Si je le baisse un peu, paf, la serre, elle croit qu'il fait 45 d'un seul coup. Voilà. C'est tout con, donc c'est une résistance variable, et en la faisant bouger, je lui fais croire qu'il fait la température que je veux dans la serre. Et donc ça permet quoi? Ça permet sur des plages horaires de lui faire croire qu'il fait très chaud, donc elle s'ouvre. Donc là c'est ce que je fais tous les matins, pendant 2 heures, je lui fais croire qu'il fait 50 degrés, elle s'ouvre doucement, elle laisse les insectes rentrer, et à midi elle referme, et là elle part en climat tropical. Donc voilà, c'est un truc tout con. Ça peut être très pratique, alors notamment pour obliger des fermetures le soir. On peut rajouter pas mal de programmes. Si je voulais, je pourrais avoir une résistance variable qui me donne une température très basse, une résistance variable qui me donne une température très haute, les faire travailler en parallèle et avoir des programmes qui obligent la fermeture de la serre, des programmes qui obligent l'ouverture. Voilà, c'est des trucs très simples, ça vaut 30 balles sur Amazon, ça a l'air de supporter le climat tropical d'ailleurs, pour l'instant j'ai pas brûlé de toute mon électronique. Voilà, ça permet de tricher un peu parce qu'il n'y a pas ce type de fonction, on ne peut pas programmer des plages horaires dans des vieux Miniclim 2200 comme ça, c'est pas conçu pour. Donc ça pour la pollinisation c'est pas mal. Ensuite sur l'irrigation j'ai fait pas mal de choses, donc le premier truc qu'on a fait, c'est d'installer ces sondes SoilClick de chez Hunter. J'en suis satisfait, mais pas complètement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la difficulté en climat tropical, c'est d'avoir des programmes d'irrigation qui vont être là pour mouiller le sol et de contrôler cette humidité du sol, et d'avoir des déclenchements de programmes d'aspersion qui sont plus courts et qui sont plutôt l'après-midi pour réussir à humidifier l'atmosphère. Donc ce qui se passe, c'est qu'ici tout est contrôlé avec ce Rendial Irritop qui a comme intérêt d'avoir ici plusieurs fonctions intéressantes, dont un pont sensor ici. Quand on achète le programmateur, en fait, il y a un petit fil métallique qui relie les deux ponts. Et si on retire ce pont, on peut le voir ici. À ce moment-là, il apparaît Sense. Ici, il y a marqué Sensor. Et ça veut dire qu'il y a ce pont qui est coupé. Et donc, les programmes ne peuvent pas se déclencher. Et si on recourt-circuite ce pont, à ce moment-là, les programmes peuvent se déclencher. Donc, à quoi nous sert la sonde ici? Elle fait ce travail, en fait. Si le sol est saturé en eau, elle va couper le pont. Donc, il y a deux fils qui sont reliés sur le pont. Là, les deux fils blancs. Et donc, si elle considère qu'il y a trop d'eau, à ce moment-là, elle va couper le pont et elle va empêcher les irrigations. Donc là, si je la règle différemment, par exemple, je baisse mon seuil, paf, il y a Sense qui apparaît là,
Et donc là, mes programmes ne peuvent pas se déclencher. Et si je remonte, parce que là, elle n'est pas complètement saturée justement, et si je remonte, Sense disparaît. Donc c'est une sonde tensiométrique qu'on a mis dans le sol à 30 cm. Et donc ça, à quoi ça nous sert? Ça nous sert à mettre 2 programmes d'irrigation le matin qui durent 15 minutes, donc c'est de l'aspersion. Et donc si la sonde, elle considère que justement on est en dessous de la consigne, elle va laisser se déclencher les irrigations. Donc là, normalement, pendant qu'on tourne la vidéo, elle devrait être en train de déclencher un programme. Et je l'ai coupé et je vais le remettre après. Le seul défaut qu'elle a cette sonde, c'est qu'on ne peut pas la calibrer pour nos sols. Et là, dans nos sols argileux, je trouve qu'en fait, dès qu'elle commence à être désaturée, les sols sont déjà un peu secs. Et j'ai l'impression que c'est ce qui fait souffrir un petit peu mes tomates. Là, dans cette serre, les feuilles sont légèrement racornies et légèrement enroulées. Et j'ai l'impression que c'est parce que notre sonde elle sort de son seuil de saturation à un moment où nos sols argileux sont déjà un petit peu trop secs et ça commence à faire souffrir les plantes. Donc j'ai trouvé une autre marque qu'on pouvait calibrer, elle vaut un tout petit peu plus cher, ça vaut 200 balles. L'autre marque que j'ai trouvée, c'est plutôt 270, 300 €, un truc comme ça. Mais on peut la calibrer et a priori, elle peut aussi enregistrer les heures où elle a déclenché les aspersions ou le nombre d'aspersions, je ne sais plus exactement. Donc elle sera un petit peu plus réglable. Bon, j'en suis déjà très satisfait parce que ça me permet déjà d'empêcher la saturation en eau du sol, puisque les programmes d'irrigation, c'est toujours très compliqué à contrôler à la main. Donc déjà, ce que ça empêche, c'est une saturation du sol en eau les jours où il fait moche, où il n'y aurait pas besoin de mettre d'eau et on a oublié de couper les programmes, quoi. Donc voilà, c'est vraiment très très confortable. Ça coupe ou ça laisse passer les programmes en fonction de l'humidité du sol. Voilà, sauf que j'ai l'impression que le seuil est un peu trop bas pour les tomates. Les concombres, les courgettes ont l'air de très bien le supporter. Et ça, pour nous ici, avec nos sols très argileux étanches où les vers de terre anéciques ne sont pas encore revenus, c'est vraiment bien mieux qu'avant, quoi. Avant, les 2 années précédentes, on a vraiment eu du mal à gérer l'irrigation, on a perdu des cultures à cause de ça, parce qu'on saturait les sols en eau, ça partait en anoxie, ça faisait pourrir les racines, et ensuite on coupait l'eau et on faisait trop sécher le sol, et comme les plantes étaient mal enracinées, elles souffraient aussi. Enfin, c'était vraiment une belle galère, et ça nous a vraiment tranquillisés. Donc j'ai 2 programmes le matin d'un quart d'heure, qui vont se déclencher ou pas. Alors ça contrôle aussi les programmes d'aspersion de l'après-midi, bon, c'est pas très grave. Voilà. Ensuite, pour la conduite des aspersions d'humidification de l'après-midi, donc là j'ai 6 programmes de 2 minutes toutes les heures à partir de 11 h jusqu'à 17 h. Donc 6 programmes de 2 heures et en fait je les contrôle là avec une sonde relais température humidité où je mets des seuils et donc pour faire simple, là ici les seuils sont réglés. Dès que je dépasse 35 degrés et que je suis en dessous de 75% d'humidité, et bien en fait ça autorise les programmes. Donc évidemment je ne pourrais être à 35 degrés, au-dessus de 35 degrés et en dessous de 75% d'humidité que l'après-midi quand il fait chaud. Donc en fait ça ne va ne laisser se déclencher de facto que mes programmes d'aspersion de l'après-midi. Voilà, donc c'est relativement simple. Donc là aussi, en fait, sur mon pont sensor, j'ai un fil qui va au premier relais, qui va au deuxième relais, qui revient là. Et à partir du moment où les conditions sont remplies, ça met en court-circuit le pont et ça laisse se déclencher les aspersions. Voilà, tout bêtement. J'ai rallongé la sonde avec un fil que j'ai mis un peu au milieu de la serre, à côté de la sonde de température de la serre. Un point de vigilance, c'est comme toutes ces sondes, ce sont des résistances variables. Si vous rallongez les fils, il faut le faire avec des fils de grosse section et faire des très bonnes soudures qui n'amènent pas de résistance dans le circuit. Parce que si vous avez même quelques ohms de résistance ou quelques dizaines de ohms de résistance dans le circuit, ça va complètement changer la consigne. Alors après, elles peuvent se recalibrer. Ça, on peut la recalibrer à la main. Mais notamment sur cette sonde Cyclic Hunter là, j'ai pas de calibrage possible et en fait je pense que c'est ça qui me pose problème, c'est comme j'ai rallongé le fil de sonde avec un long fil
et qui n'est pas d'une très grosse section, c'est possible que ce fil me rajoute de la résistance dans le circuit et que c'est pour ça que ma sonde me donne des valeurs un peu trop élevées. Voilà. Donc globalement c'est relativement simple. Donc qu'est-ce qu'on pourrait modifier encore? Je vous dis rajouter une autre horloge pour avoir d'autres périodes où on ouvre, où on ferme. Notamment là moi je serais bien tenté d'automatiser la fermeture de la serre tous les soirs plutôt que de venir à la main. Bon, c'est pas compliqué de venir tous les soirs, on se met une alarme, on y va, mais des fois on a autre chose à faire. Mais donc je pourrais forcer la fermeture tous les soirs. Ça me tente bien. Mais il faudrait que j'ai une deuxième résistance variable qui donne une température très basse pour faire croire à la serre que d'un seul coup il fait froid et qu'elle se ferme. Voilà, pour l'instant j'en suis là dans les automatismes. Je suis plutôt content parce qu'en fait avec du matériel assez classique, et en fait voilà, c'est juste des relais. C'est des trucs qui valent 20 ou 30 balles, c'est vraiment du bricolage, mais ça fonctionne. Voilà. Ça vaut un peu plus cher, mais ça c'est quand même vraiment bien et j'ai envie de vous dire globalement assez indispensable. Bon, si vous faites sans, si vous avez trouvé des techniques sans, tant mieux, mais c'est vraiment bien. Et en tout cas, si vous voulez faire de l'humidification atmosphérique, ça me semble assez essentiel d'avoir ce type de sonde. Si vous avez un plus vieux programmateur ou en fait, vous pouvez quand même rajouter ces sondes-là. Ici, par exemple, c'est le contrôleur qui contrôle nos tunnels fraisiers à côté. Il n'y a pas de pont sensor, mais en fait, vous mettez vos sondes sur le COM, puisqu'en fait, toutes les électrovannes, là, on a 6 électrovannes, 7 électrovannes, qui ont toutes le même COM. Et ben en fait, vous mettez vos sondes relais sur le COM, et donc à partir du moment où les sondes vont couper le COM, et ben les programmes ne pourront pas se déclencher, puisque l'électricité ne va pas être envoyée aux électrovannes. Et si vous voulez, vous pouvez différencier les COM, c'est-à-dire que vous avez 4 électrovannes qui reviennent sur un fil COM sur lequel vous avez mis des sondes et les 4 autres fils sur d'autres sondes. Donc voilà, même avec des vieux programmateurs, ça se fait avec le fil COM, c'est pas très compliqué. Voilà. Et puis c'est déjà pas mal pour cette serre, donc on va aller voir les autres serres qui ont moins d'automatisme et qu'est-ce qu'on peut quand même trouver comme compromis technique pour réussir à faire quelque chose qui ressemble à du tropical, si vous avez envie d'essayer ce genre de choses. Maintenant je vais vous présenter cette serre-ci qui est une bichapelle ronde et qui a comme particularité d'avoir des vieux automatismes donc qui sont très simples. Il y a une sonde de température, 2 ouvrants latéraux, ça ouvre, ça ferme. Le réglage des maximums ou des minimums d'ouverture ne peut se faire que mécaniquement sur les butées des moteurs. Donc pour l'instant je n'y ai pas touché, j'ai pas essayé de régler ça, je pourrais. Et donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a fait là-dessus cette année. Sur cette serre. Donc qu'est-ce qu'elle a comme particularité? Elle a un gros défaut, c'est qu'il y a des filets anti-insectes qui ont été installés sur les côtés pour maintenir les ouvrants latéraux, mais ça empêche les insectes pollinisateurs de rentrer. Et on avait complètement zappé ça quand on a installé de la courgette ici. Donc on ouvre en grand les portes de devant pour que les insectes arrivent à rentrer quand même en journée. Et globalement, ça, oui, on a un fruit sur 3 qui n'arrive pas à polliniser, mais bon, globalement, comme ça pousse très bien, ça produit quand même. Donc les années futures, je vais réfléchir à découper une partie des filets pour laisser des ouvertures et des passages aux insectes. Et d'ailleurs, tous les insectes qui arrivent à rentrer, là, on est en fin de matinée, ils essayent de ressortir et en fait, ils ne retrouvent pas la porte, c'est un peu dommage. Donc ça, c'est un des gros défauts, c'est ces filets anti-insectes. Donc ici en début d'année, donc on a mis des patates douces et des courgettes. Courgettes, donc on commençait à choper les pucerons. Et c'est dans cette première serre, en la fermant complètement pendant 3 jours, assez nuageux, qu'on a réussi à monter à 35 degrés, parce qu'en fait elle est bien étanche quand même. Et on a aussi donc, comme elle est bien étanche, réussi à monter à une très haute humidité. Et on a réussi à tuer tous les pucerons qu'il y avait sur les courgettes. Comme je le disais tout à l'heure, comme on est sur bâche, la chaleur arrive à quand même rentrer assez bas. Alors surtout en début de culture où il y a peu de feuillage. Maintenant qu'il y a beaucoup plus de feuillage, là j'ai pas réessayé parce que j'ai pas de nouveaux problèmes de pucerons. Mais je ne sais pas si à ce stade, si j'avais des gros problèmes de pucerons, si j'arriverais à bien chauffer jusqu'au sol pour tuer les pucerons. En tout cas, c'est sûr que sur les feuilles du dessus, on arriverait à les tuer.
Alors, l'autre question, donc on a tué ces pucerons, ça s'est bien passé. Et comme on avait vraiment une année avec un climat catastrophique, et ben ça a aussi permis aux patates douces de repousser, parce qu'en fait, on les avait plantées, et ça faisait 1 mois et demi qu'on les regardait, et qu'elles poussaient de 5 mm par jour. Et là, d'un seul coup, quand on a commencé à faire du climat tropical, on a vu que c'était plutôt du 5 cm par jour d'un seul coup, parce qu'en fait, elles attendaient que ça. Elles avaient été bien plantées, le sol est fertile, elles attendaient vraiment que ça. Voilà. Donc, comment mener en climat tropical une serre comme ça sans prendre trop de risques et faire quelque chose de cohérent? En fait, c'est relativement simple. Sur tout le début de saison, grosso modo, vous pouvez fermer la serre, tout simplement, et la laisser monter en température tous les jours. Vous allez maintenir beaucoup d'humidité. Donc là, ça va dépendre de vos cultures, mais sur patates douces et courgettes, si vous arrivez à atteindre des températures autour de 30 degrés, je veux dire, à partir du moment où, au printemps, vous avez suffisamment de soleil pour faire monter votre serre à 30-35 degrés, en fait, vous pouvez commencer, même à 25-30, je pense qu'on peut déjà commencer, vous pouvez commencer à fermer complètement la serre. Et si ça vous permet tous les jours d'avoir des températures au-dessus de 25, et ben en fait, les plantes vont en profiter, elles vont bien se développer, et vous allez garder la chaleur la nuit et donc avoir un bon développement végétatif. Ensuite, ça va être à la sortie de l'hiver, au printemps, et au fur et à mesure qu'on avance en saison, évidemment, ça va chauffer de plus en plus fort, et là, vous risquez d'avoir des températures un peu trop élevées en serre. Et donc là, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est de commencer à ouvrir les latéraux tout doucement au fil de la saison. Commencer à ouvrir les latéraux. Ce qu'il faut que vous fassiez, en fait, c'est trouver des sondes d'humidité température enregistreuses. Alors moi j'utilise celle de la marque Elitech. Alors c'est des sondes qui normalement sont faites pour enregistrer les températures sur les chaînes de froid, donc pour mettre sur des palettes ou des chambres froides. Ça vaut pas très cher, c'est 20-30 balles et ça peut enregistrer jusqu'à 32 000 points. On peut régler le pas d'enregistrement, tout ça c'est très pratique, c'est assez robuste. Et donc je vous invite à faire ça. C'est installer ce type de sonde pour pouvoir contrôler régulièrement si vous n'avez pas des montées en température trop hautes, sachant que ces sondes vous donnent aussi les températures max en temps réel, il n'y a même pas besoin de les mettre sur un ordinateur. Pour rapatrier toutes les données, il faut les mettre sur un ordinateur, mais vous pouvez lire les températures max et min. Donc, dans vos premières phases d'expérimentation, en début de saison, vous pouvez laisser fermer les serres. Et vous venez tous les jours contrôler si c'est pas monté au-dessus de 25, au-dessus de 30, au-dessus de 35. Et ça va vous permettre de voir les maximums de température en fonction du mois de l'année et en fonction du climat qui est toujours un peu particulier chaque année. Et ça va vous donner, petit à petit, vous allez pouvoir vous construire un espèce d'abac sur les ouvertures des latéraux, nécessaire pour que ça monte pas à trop haute température, mais que vous gardiez quand même mais que vous ouvriez pas trop pour que la serre refroidisse pas trop. Donc là, pour l'instant, nous, au début, on avait fait un truc simple, on avait fait un marquage tous les 10 cm et on s'en est servi tout le début de saison pour commencer à comprendre un peu les niveaux d'ouverture qu'il fallait qu'on ait pour que ça monte pas au-dessus de 30 degrés. Et en fait, 35 degrés, et là, en fait, notre serre, à partir de 40 degrés, les journées normales, pas trop caniculaires, en fait la serre ne monte pas au-dessus de 35 degrés. Et les journées de canicule, il faut qu'on ouvre 20-30 cm de plus pour qu'on ne dépasse pas les 35 degrés. Donc voilà, c'est une logique assez simple. Vous devez vous faire votre repère avec des sondes enregistreuses, surveillez ça un peu en début de saison. Les premières journées chaudes, ensoleillées, je ne sais pas, fin mars, avril, vous risquez là déjà d'avoir des journées suffisamment ensoleillées pour monter au-dessus de 30-35 degrés. Donc c'est là qu'il faut commencer à enregistrer les températures et à les observer. Et à commencer à faire des ouvertures, ces journées très lumineuses, faire des ouvertures de 10 cm, 20 cm, pour trouver les bonnes consignes pour ne pas dépasser 30-35 degrés. Ou 40 degrés, si c'est que de la courgette, 40 degrés, ça le fera très bien, quoi. Donc voilà, on peut faire ça avec ce type de serre, c'est relativement simple. Après, si vous voulez automatiser la fermeture et l'ouverture de la serre à des heures données, notamment pour de la pollinisation ou pour enfermer la chaleur le soir, là c'est le même principe que l'autre serre, il faut utiliser des horloges relais.
avec des résistances variables ou pas variables, si vous trouvez la bonne valeur de résistance. En fait, pour trouver la valeur de résistance de votre sonde de température de serre, c'est pas très compliqué. Vous prenez un multimètre, vous le mettez en mode ohmmètre, et puis vous mesurez la résistance qu'il y a dans la sonde à une température donnée, à 50 degrés, à 2 degrés, et ça va vous donner la gamme de résistance qu'il faut avoir pour faire croire aux automatismes qui fait telle ou telle température. Donc généralement, il faut une résistance assez basse et une résistance assez haute pour pouvoir faire croire à la serre soit qu'il fait très froid, soit qu'il fait très chaud. C'est relativement simple. Moi, j'avais mis une résistance variable parce que j'allais peut-être pouvoir faire différentes choses avec la même horloge sans modifier mes résistances. Donc voilà, des horloges relais avec une résistance variable qui fait croire qu'il fait telle ou telle température. Ça peut vous permettre de programmer la fermeture de la serre à certaines heures ou l'ouverture de la serre à certaines heures, même avec une serre très très simple qui a comme seul automatisme une consigne on-off. Avec je ne sais même pas s'il y a une temporisation sur cette serre, je crois pas. Je crois qu'elle s'ouvre d'un seul coup et se ferme d'un seul coup. Voilà, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça sur la gestion climatique. Ensuite, sur l'irrigation, on a un vieux programmateur HP12 là, sans pont, avec assez peu de possibilités de programmation. Là aussi, on l'a pas encore fait dans cette serre. Une sonde d'humidité sol, ça peut s'installer sur le COM des électrovannes, et une sonde atmosphérique, humidité température comme on a mis dans la quintube, ça peut s'installer sur le COM et avoir donc comme ça une bonne gestion des aspersions. Aujourd'hui, ce qu'on fait, puisque j'ai pas encore installé ça dans cette serre, c'est simplement qu'on met des aspersions de 2 minutes 3-4 fois toutes les après-midi. On en met plus la nuit pour mouiller le sol, parce qu'en fait là on n'a qu'un seul programme, on peut régler qu'à 2 minutes. C'est soit 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou 15 minutes. J'en mets un peu plus la nuit. Et puis les semaines où il fait un peu moche, je retire les programmes d'humidification du sol la nuit, et les semaines où il fait chaud, je les remets. Voilà, pour l'instant on fait ça en manuel. Mais ça pourrait se faire très simplement avec une sonde d'humidité du sol et des sondes humidité température atmosphérique. Et voilà, donc ça fait une installation complète à 100 €, quoi. C'est vraiment pas la folie avec ce type de vieux contrôleur, et on peut quand même faire des choses super chouettes. Et on peut réussir, oui, à peu près tout type de culture d'été là-dedans. Bon, évidemment, c'est des serres basses, donc pour faire de la tomate ou du concombre, c'est pas terrible. Mais patates douces, courgettes, etc., on atteint vraiment des niveaux de croissance végétative qui sont très très intéressantes. On s'est d'ailleurs fait un petit peu dépasser par les amarants géantes, mais bon, les patates douces sont en pleine forme et ça va bien se passer. Voilà, on va se retrouver sur l'autre site pour voir donc 2 autres serres en verre un petit peu particulières avec quelques autres spécificités. Donc maintenant, à titre d'exemple de tout ce que je vous ai raconté précédemment, je vais vous présenter ce qui s'est passé, ce qu'on a fait dans cette serre-là. Donc ici, on est sur une vieille serre verre assez basse, très brillante quand on l'ouvre, mais ça c'est un détail, avec des vitres très sales, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de les nettoyer depuis 2 ans qu'on est ici. Ces vitres aussi, ce sont des vieux vitrages qui doivent faire 2-3 mm d'épaisseur, très fins, et donc il en casse tous les ans. C'est aussi pour ça qu'on hésite un peu à aller les nettoyer. Et donc on a pas mal de vitrages cassés, ce qui fait qu'elle n'est pas étanche. Et donc on a du mal à la faire monter en humidité. Même avec les aspersions, on n'atteint jamais des 90% d'humidité, on monte très difficilement au-dessus de 80-85% d'humidité les journées où il fait chaud. Les journées où il n'y a pas de vent, qui sont brumeux et humides, et où on ne dépasse pas des températures de 35 degrés, là on arrive à monter en humidité, là on arrive à tuer les pucerons. Mais dès qu'il y a du soleil, en fait, on baisse en humidité, et par exemple, on ne peut plus tuer les pucerons. Donc c'est ce qui s'est passé dans cette serre. On avait planté, c'était notre première plantation de concombre, de très bonne heure, en couvert de trèfle. Ça s'est bien passé à la plantation. Sauf que comme il y avait un temps vraiment catastrophique, ça ne poussait tout simplement pas. On se demandait ce qui se passait, mais bon, sans douter, c'était le temps. Mais on se demandait s'il n'y avait pas un effet du couvert. Alors ce qui est un peu compliqué aussi, c'est qu'au début, quand on plante le concombre, alors pour le coup, on l'a planté sur bâche, mais le trèfle, lui, du couvert, il arrivait à bien se développer, et le concombre, lui, poussait pas. Donc
concombre commençait à être noyé sous le trèfle, puisque le trèfle repoussait dans le trou des bâches. Donc ça ne poussait pas et ça poussait tout doucement. Et comme la saison était vraiment pourrie, j'essayais d'assécher un petit peu la serre en me disant qu'on aurait peut-être des problèmes fongiques si je laissais monter trop l'humidité. Et donc, comme j'ouvrais un peu pour ventiler, ça faisait que la serre refroidissait d'autant plus et que ça ne poussait d'autant plus pas. Donc on se retrouve dans un cercle vicieux où on est un peu bloqué, on veut sécher la serre, faire du froid sec, et en fait, donc on refroidit la serre, et on a peur de faire du chaud humide, et donc on est coincé, la plante ne pousse pas. Et ce qui devait arriver arriva, elle a commencé à choper des pucerons. Et donc ça a été assez catastrophique. On a perdu ici dans cette serre, on a quand même dû perdre 25% des lianes à peu près. Donc là on est en train de reprendre des gourmands pour refaire toutes les lianes. Mais ça pousse tellement vite que là on a un peu du mal à suivre au palissage et à les gourmandages. Donc il y avait vraiment des pucerons partout. Comme j'avais réussi dans la bichapelle que je vous ai présentée dans la quintuple à détruire les pucerons, j'ai voulu faire la même chose ici. Et ça m'a confirmé une fois de plus que si j'avais pas l'humidité nécessaire, les pucerons ne mourraient pas. Et donc, si je fermais complètement la serre, ça montait un peu trop en température, mais jamais en humidité. Et si j'ouvrais un petit peu la serre pour que ça ne monte pas trop en température, en fait, j'avais encore moins l'humidité. Donc le fait de néanmoins mener la serre à 35 degrés, puisqu'ici j'ai un système de consigne très très simple, là aussi c'est une résistance variable, toute bête, qui me permet de mettre une consigne jusqu'à 35 degrés, donc je l'ai mis à 35 degrés. Les jours où j'ai eu de la lumière, en fait ça montait à 35 degrés, ça s'ouvrait, mais j'avais une humidité trop faible, donc ça ne tuait pas les pucerons. Et à un moment donné, il y a eu 2-3 jours assez nuageux, mais avec suffisamment de lumière pour qu'on monte à 35 degrés et qu'avec les aspersions que je mettais au sol, on arrive quand même à saturer l'atmosphère en humidité, malgré les fuites. Mais comme il ne faisait pas trop chaud, la serre elle est restée fermée et on a réussi à maintenir l'humidité. Et là, il y a eu 2-3 jours où on a réussi donc à monter à 35-40 degrés avec beaucoup d'humidité et à tuer les pucerons. Il en restait un peu et en fait j'ai poursuivi cette conduite pendant plusieurs semaines et on a fini par tous s'en débarrasser. Dans cette serre on avait aussi des courgettes, donc elles ont eu le droit à tout. À peine plantées, je pense que c'est une erreur sur l'irrigation. Au début on a mis un peu trop d'eau, après comme on a installé notre sonde sol, on a coupé l'irrigation en attendant que la sonde commence à réagir. Elle a mis beaucoup de temps à réagir, les sols se sont desséchés. Pile à ce moment-là, les courgettes ont commencé à choper de l'oïdium. J'aurais dû, pendant que les sols s'assèchent doucement pour faire agir la sonde, j'aurais dû quand même laisser un peu d'irrigation. Donc les sols se sont un peu desséchés, ça a mis de l'oïdium. Je pense que c'est ça qui a mis de l'oïdium sur les courgettes. Et en parallèle, on a eu le droit aux pucerons. Et la conduite tropicale donc, que j'ai faite pour les pucerons a aussi résolu le problème de l'oïdium. On a effeuillé et ensuite, comme on est parti sur une conduite climatique, donc au début j'étais parti à 35 degrés et puis comme je me suis dit c'est que des cucurbitacées, on va monter à plus haute température, voir ce que ça donne. Ici, comme il y a des vitres cassées, en fait la pollinisation se fait pas trop mal, même si on reste fermé. Mais voilà, pareil, on a un fruit sur 3 qui n'arrive pas à polliniser. Maintenant, là, comme on est en plein cœur de saison, il y a plus d'insectes pollinisateurs, mais c'est vrai qu'au début, il y avait beaucoup de fruits déjà que la plante n'était pas en forme, elles ont vraiment pris cher. Il y avait très peu de fruits, quoi. Donc pendant les 3 premiers mois de culture, il n'y a eu quasiment aucun fruit. Là, ça commence à venir, bien qu'on ait perdu un tiers des pieds, je pense, avec les erreurs de conduite et avec les maladies qu'on a eues. Comme ici, j'avais dans cette serre uniquement des sondes, une sonde très simple qui me permettait de régler une ouverture à 35 degrés. Je voulais essayer des conduites plus hautes, 40-45 degrés, parce que j'ai que des cucurbitacées dans la serre. Donc j'ai pris le parti de complètement fermer la serre. Et comme j'ai quelques vitres cassées un peu partout, ça suffit à faire de la ventilation. Et comme on est sur une serre verte, en fait, il y a quand même plus de déperdition thermique. Ce qui fait que, à part les journées de canicule, là, au mois d'août, la serre, on peut la fermer complètement. Il y a suffisamment de ventilation pour en fait, même si la serre est complètement fermée, il y a suffisamment de circulation d'air pour qu'on ne monte pas au-dessus de 45 degrés. Et 45 degrés avec, là j'ai 10 programmes d'aspersion de 2 minutes.
même plus que ça, je dois en avoir 12, de 10h du matin jusqu'à 17-18h, toutes les demi-heures. Donc 2 minutes toutes les demi-heures. Alors ça peut paraître beaucoup, mais c'est des aspersions au sol qui n'ont pas un très gros débit. Donc en fait, c'est pas mal parce que ça fait que mouiller le couvert et un tout petit peu le sol. Je pense que l'an prochain, je vais les remettre en aérien. En fait, on avait installé des irrigations au sol en se disant justement qu'on voulait mouiller le sol et le couvert, mais on ne voulait pas mouiller la plante. Et au final, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de mouiller la plante pour pouvoir faire monter en température ma serre. Mais ceci dit, avec cette aspersion au sol qui n'est pas parfaitement homogène, puisqu'il y a des zones quand il y a des feuilles de concombre par exemple, bon, ça ne fait pas une aspersion très homogène puisque les feuilles vont empêcher la dispersion de l'eau. Mais comme d'une semaine sur l'autre, on descend les concombres, bon, globalement sur la saison, le sol reste globalement humide, puisque la position des feuilles change et les obstacles qui empêchent l'irrigation, ils changent. Et donc, la serre, on la garde fermée. Donc là, pour le coup, on l'a ouverte pour faire la prise vidéo, sinon il faisait un peu chaud. Et la serre, elle est en permanence entre 40 et 45, voire des fois, ça se rapproche un petit peu de 50. Mais sur du concombre et de la courgette, ça se passe vraiment bien, à l'exception de cette question de la pollinisation, où là, clairement, soit on trouve des variétés parthénocarpiques qui n'ont pas besoin de pollinisation, soit il faut vraiment des serres qu'on va pouvoir ouvrir le matin pour la pollinisation et ne pas faire monter en température tant que la fécondation des fruits ne s'est pas faite correctement. Donc ça, je suis encore en train de chercher des informations là-dessus. Donc voilà, à partir du moment où on a réussi à mener la serre à 40-45 degrés, avec une humidité autour de 70-75%, donc sauf les jours où c'est un peu nuageux, on arrive à monter un peu en humidité, mais c'est pas, faut quand même un couvert nuageux bien spécifique pour réussir à monter en humidité. Il ne faut pas trop de vent non plus, pour que l'air ne circule pas trop dans la serre. Et donc voilà, à partir du moment où on a mené à 40-45 degrés, donc on a tué les pucerons, on a réussi à les avoir, et on s'est mis à avoir une croissance complètement folle. Au début, les floraisons ne se passaient pas très bien parce que les plantes, il leur manquait quasiment toutes leurs feuilles, les feuilles étaient très endommagées par les pucerons. Et puis donc elles se sont d'abord remis à faire leur appareil, leurs feuilles. Et ensuite, les floraisons ont commencé à se faire de mieux en mieux. Et vous pouvez voir maintenant sur un concombre comme ça, là, les fruits sont quasiment tous là. Ils ne sont pas jaunes, ils sont beaux, donc ils sont quasiment tous là. Et j'ai certaines variétés où on arrive à avoir 2 fruits par feuille, voire 3, et quelquefois 4 ou 5. Bon. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est qu'une fois que la plante elle a retrouvé sa surface foliaire, elle a retrouvé sa vigueur, les floraisons se passent bien, même sur des conduites à 40-45 degrés. Quoi. Et avec beaucoup d'humidité. Donc 40-45 degrés à 60-75% d'humidité, c'est vraiment très chaud. L'après-midi, c'est difficile de rentrer. Quoi. Celui-là aussi est très joli. Là, voilà, là on a deux fruits, et on doit avoir des pieds. Là aussi, on a 2 fruits. Alors voilà, là typiquement, on a ici on a 2 fruits et on a un gourmand qui redonne 2 fruits par-dessus. Quoi. Donc là, on va essayer de les garder. Là, j'ai une liane avec 3 fruits, 2 fruits. On voit qu'en fait, plus ils se requinquent, plus ils ont une grosse surface foliaire, plus ils font un grand nombre de fruits. Et on a tous les fruits, donc je me demande si on n'en a pas trop au bout d'un moment. Est-ce qu'ils vont réussir à tous les faire grossir ? Mais c'est intéressant parce qu'en fait, à partir du moment où ils ont refait tous leurs fruits, là, les derniers jours, on a vu un ralentissement de la croissance. Puisque en fait, quand ils étaient encore en période de rémission, et en train de refaire leurs nouvelles feuilles, là, au bout d'un moment, ils se sont mis vraiment à pousser très très vite. On avait des croissances complètement folles en hebdomadaire. Et à partir du moment où ils ont refait des fruits, ils ont commencé à les nourrir. Là, ça a bien ralenti la croissance. Et ils se sont mis à nourrir leurs fruits. Quoi. Donc, et là, ça amplifie. Il y a de plus en plus de fruits par feuille. Et ça ralentit de plus en plus la croissance des lianes. Ce qui m'intéresse parce que là, on n'arrive plus à suivre tellement ça pousse vite. Quoi. Et d'ailleurs, on devait essayer de reprendre des gourmands pour refaire toutes les lianes qu'on avait perdues. Et puis on n'a pas le temps parce que là ça pousse trop vite. Voilà. Donc une serre où on n'aurait que des cucurbitacées, en fait on peut la mener à 40-45 degrés de température, autour de 70-75% d'humidité. Si on a un peu plus, c'est peut-être mieux. Mais là, j'ai vraiment pas l'impression qu'ils souffrent plus que ça. 70-75%.
J'ai pas encore essayé des gammes jusqu'à 45 degrés, 50 degrés, 55 degrés. Je sais que c'est possible puisqu'on a une petite serre tropicale à côté où on a eu des 50 degrés, des 55 degrés, des 60 degrés. Et les concombres ont encaissé sans trop de problèmes. Ils ont plus eu des problèmes parce qu'à un moment, on a mis trop d'aspersion, on a détrempé le sol, ça a abîmé les racines. Mais ça va être quelque chose à essayer l'an prochain, c'est de monter jusqu'à 45-50 degrés. Et là, j'ose pas trop, puisqu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dès qu'on va dépasser 35 degrés, ça devient vraiment compliqué de saturer l'atmosphère en humidité. Il faut vraiment mettre beaucoup d'eau. Donc là, j'ai le sentiment même que des aspersions ne vont pas suffire pour humidifier l'atmosphère. Il faut vraiment des serres complètement fermées pour réussir à monter l'humidité. Mais si elles sont complètement fermées et étanches, là, on risque d'avoir des trop grosses montées en température jusqu'à 60 degrés. Donc mon idée, c'est de tester des brumisations, c'est-à-dire des asperceurs spéciaux qui vont vraiment me faire de l'humidité atmosphérique. Mais il faut vraiment des gouttes très fines. J'ai essayé quelques asperceurs. Pour l'instant, j'ai pas trouvé ce que je voulais, puisque c'était des brumes, mais des gouttes encore trop grosses à tomber au sol, quoi. Il faut vraiment réussir à fabriquer de l'humidité. Une des solutions, ça peut être que nos irrigations au sol, on les installe en hauteur, qu'on mouille complètement la surface foliaire des plantes. Et à ce moment-là, on aura peut-être une surface d'évaporation avec le couvert, avec la plante, qui sera suffisante pour monter dans des gammes 45-50 degrés et aller sur des niveaux d'humidité 75, 80, 85, 90%. Puisqu'en fait, plus on va monter en température, plus il faut une saturation en humidité. Sinon, la logique est simple, hein, c'est que la plante, elle se met à évapotranspirer comme une folle et elle se dessèche sur pied, quoi. Voilà. Donc, monter encore en température, ça veut dire être encore meilleur sur l'humidification de l'atmosphère et obligatoirement avoir une serre assez étanche. Mais si elle est trop étanche, elle monte trop en température. Et donc, sous nos climats, avec nos serres, ça me semble compliqué d'avoir des conduites au-dessus de 45 degrés parce qu'on est obligé de fermer complètement pour avoir de l'humidité. Et si on ferme complètement, en fait, le risque, c'est de monter directement à 55-60 degrés les jours où il fait chaud, quoi. Donc, mais c'est malgré tout des conduites qui peuvent être faites autour de 45-50 degrés, pas en période de canicule, les semaines où c'est un peu nuageux, et puis les semaines où il fait vraiment très chaud, en fait, comme les serres vont monter trop en température, si on les ferme, à ce moment-là, on redescend à des conduites plutôt à 40-45 degrés. Voilà. Je suis en train de réfléchir un peu à tout ça, mais déjà, 40-45 degrés sur le concombre, c'est vraiment pas mal du tout. Il se plaît bien. Et un de nos gros questionnements, c'était sur la pollinisation. Et là, toutes les variétés qu'on a, ça se présente vraiment bien. Je vous dis, au début, quand elles se sont remis de leurs émotions des pucerons, on avait beaucoup de fruits qui ne pollinisaient pas. Et puis là, maintenant, c'est quasiment une pollinisation à 100%. Enfin, allez, on est à 80-90%, quoi. Donc tout va bien, c'est très sympa. Et puis globalement, on est assez content puisque là, c'est la 3e année donc qu'on a fait la remise en vie du sol. Donc pour rappeler un petit peu l'historique des sols, hein, on a acheté le site en 2021 et en 2020, donc tout l'automne 2021 et l'hiver 2022. Ici, il y avait des tables pour faire du plant de légumes et du plant de fleurs. On a retiré toutes ces tables. On a réussi, difficilement, vu la géométrie de la serre, à enfouir 10 cm de branches broyées dans le sol. On a remis 15 cm de branches broyées par-dessus et on avait mélangé à cette branche broyée beaucoup de fientes de poule, équivalent 1000 unités d'azote hectare, puisque c'est ce qui me semblait cohérent pour raccourcir un petit peu la fin d'azote et surtout être capable d'amener tout l'azote pour le développement de l'activité biologique, pour le couvert végétal, plus des cultures d'été qui potentiellement pouvaient avoir des gros rendements. Et au final, ça l'a pas trop mal fait. Comme c'était du broyat semi-composté qui était resté en tas pendant 3-4 mois, il y a eu une légère fin d'azote quelques semaines parce qu'on a remué le tas, mais ça a été très très rapide. Ça n'a pas été une fin d'azote de 3-4 mois, il était déjà semi-composté. Très vite, la fiente de poule a fait son travail, ça a nourri la culture. Et on avait inoculé des vers de terre épigés qui, au bout de 6 mois, se sont développés et ont commencé à manger la matière organique très vite et ont pris le relais de la fiente de poule, ou en tout cas ont complété son action, quoi. Ce qui nous a permis, dès la première année, de faire une culture en couvert avec une culture d'été dedans
Et ça s'est plutôt bien passé, c'était pas si mal équilibré que ça en termes de croissance, quoi. On n'était pas trop mécontents. Le défaut ici, c'est comme on n'a pas pu bien enfouir les matières organiques dans les sols, puisqu'ici c'est beaucoup d'argile, cailloux, gravier et sable. Des sols vraiment très très durs et très compacts. C'est qu'on a un enracinement qui n'est pas très profond, et dès qu'on met un tout petit peu trop d'eau, ça part en hydromorphie, ça tue les racines, ça noie le sol, quoi. Et donc, on a bien galéré à gérer l'irrigation pendant 2 ans. On a installé cette année une sonde de température, une sonde d'humidité du sol, pour contrôler les irrigations. Là aussi, on a fait l'erreur de trop attendre l'assèchement des sols pour que la sonde commence à réagir, donc ça a un peu stressé les concombres. Ils ont moins souffert que les courgettes, mais ils ont souffert. Et en fait, on a fait ça la première année, mais depuis, on n'a rien fait, à part mettre du couvert et le tondre. Et donc là, on est en 3e année maintenant, donc ça fait 3 ans après l'intrant initial. On est à peu près à une petite dizaine de fauches du couvert tous les ans, entre les fauches qu'on fait pour les cultures d'hiver et les fauches qu'on fait pour l'installation des cultures d'été et durant la culture d'été. Donc là, on a arrêté parce que maintenant, les lianes sont trop développées, c'est trop compliqué pour venir tondre entre les rangs, et puis ça génère pas vraiment de concurrence sur la plante. Et donc on est en 3e année, et le cycle s'est bien installé, les vers de terre épigés sont bien installés, et on a commencé à observer les premiers années cycles qui revenaient. Je ne sais pas combien il en reste, je ne sais pas exactement à quelle vitesse ils vont revenir, mais je n'ai pas de doute, comme c'est pas une serre si grande que ça, ils vont finir par revenir. J'en ai observé quelques-uns à l'extérieur, là, dans le fond, qui viennent de l'extérieur et qui commencent à se réinstaller à l'intérieur. Et donc on a quand même bien l'impression d'avoir réussi notre reconstruction biologique des sols pas trop mal, d'avoir réussi à installer nos cultures en couvert permanent. Et comme on est déjà en 3e année et qu'on ne voit pas de baisse significative de production végétale, ni du couvert, ni de la plante, et on a quand même bien l'impression d'être dans un système complètement auto-fertile qui fonctionne grâce à son couvert et grâce à la production de biomasse des cultures, que ce soit le système racinaire, les lianes, les feuilles ou tous les déchets de cultures différents, quoi. Donc maintenant, le système, on le considère un peu stable, on va dire, puisqu'on peut considérer que toute la première phase d'humification de l'intrant massif qu'on a fait initialement en matière ligneuse, ce processus d'humification, ça dure normalement plutôt 18 mois en plein champ. Là, on est sous serre, ça va encore plus vite. Donc on peut considérer qu'en 3e année, tout le processus d'humification est terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les celluloses, toutes les matières organiques faciles à dégrader qu'on avait au début, en fait, elles sont déjà dégradées. Et il ne reste plus que les carbones très stables biologiquement, ou les carbones minéraux, on va dire, qui sont plus sous forme de chaînes carbonées, mais liées à d'autres éléments minéraux. Et donc on peut considérer que l'intrant massif initial en matière organique n'a plus trop d'impact sur l'activité biologique du sol elle-même. Elle ne nourrit plus les vers de terre, elle ne nourrit plus les micro-organismes, parce qu'elle a fini d'humifier, et tout ce qui était bon à manger a déjà été mangé. Par contre, il joue un rôle très intéressant sur la structure. Il va falloir l'an prochain qu'on refasse des analyses de sol, mais bon, je connais déjà plus ou moins les résultats. On devrait être sur des sols qui tournent autour de 15-20% de matière organique, puisqu'il y a quand même beaucoup de carbone qui a été digéré et nourri. Donc si le processus d'humification est terminé, ça veut dire que les matières organiques initiales qu'on a mis ne nourrissent plus l'activité biologique, mais que c'est bien le turnover des résidus de culture, des racines, des exsudats racinaires, qui nourrissent le sol et qui alimentent le cycle de la fertilité. Et donc là, ce qu'on va devoir faire dans les prochaines années, c'est d'essayer d'observer un peu finement les niveaux de croissance, le taux de matière organique des sols, l'activité biologique des sols, voir comment tout ça évolue. Mais à ce stade, je ne m'inquiète pas trop. Je pense qu'on est sur un système, quand bien même il ne serait pas complètement auto-fertile, il a une inertie de plusieurs années, puisque là, ça fait quand même la 3e année et ça pousse encore très très bien. Surtout qu'on améliore la gestion climatique, on améliore nos itinéraires, donc ça pousse de mieux en mieux. Et s'il devait y avoir une baisse du cycle de la fertilité, donc je pense qu'il y a une inertie, elle se ferait lentement. Et la solution, elle se ferait lentement sur plusieurs années, quoi. Et la solution, elle serait très simple. Ça serait simplement de ramener un petit peu de matière organique morte, quelques dizaines de tonnes par an, et puis ça maintiendrait le cycle de la fertilité en renourrissant un peu plus l'activité biologique du sol. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour en visitant ces 3 serres. On a fait un peu d'autres expériences, mais je pense que là, on a déjà vu pas mal de choses.
on a d'autres serres où on est en train de faire des choses un peu différentes. Notamment, il nous restait 2 petits tunnels fraisiers, mais on les présentera dans d'autres vidéos. 2 petits tunnels fraisiers qu'on conduit complètement fermés. Donc ça, c'est des sols qui n'ont pas été régénérés, qu'on n'a jamais fait d'intrant massif, on n'a jamais introduit de vers de terre, qui sont argileux, caillouteux, compactés, qui n'ont pas vu d'activité biologique depuis 30 ans. Et en fait, là, c'est une petite expérience qu'on fait sous tunnel fraisier. Le but, c'est de semer du couvert, donc dans ce sol très dégradé, de laisser cette serre en climat tropical. Donc là, elle est complètement fermée, donc on est sur facilement des températures à 45-50 degrés. De laisser ce couvert pousser, de trouver les plantes les plus adaptées à ce type de conduite. Donc là, 45-50 degrés, il n'y en a pas tant que ça non plus. Le kénopode, le pourpier, ça se passe bien, l'amarante. C'est marrant, le kénopode pourpier, ça supporte plus de 60 degrés sans trop de problèmes. L'amarante à 50-55, elle brûle. Le maïs, ça supporte assez bien jusqu'à 50-55, mais pas plus. Alors ça aime bien le 45-50 degrés, le maïs, ça adore la chaleur. Et donc l'idée, c'est de se dire, si je fais une serre en climat tropical, que j'ai un très fort développement végétatif de mon couvert, est-ce que je peux très rapidement régénérer mon sol uniquement grâce à mon couvert, sans apport de matière organique? Et à partir de quel moment mon couvert a suffisamment régénéré le cycle de la fertilité pour que je puisse en plus venir mettre une culture. Voilà. Donc là, on a 3 tunnels avec des conduites différentes sur lesquelles on est en train de tester ça. Bon, pour l'instant, c'est très exploratoire, on brûle pas mal de plantes, on fait pas mal de bêtises, mais je pense que d'ici l'an prochain, on aura compris pas mal de choses. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre soit en commentaire, soit dans la prochaine vidéo qu'on fera je pense cet automne. On devrait la tourner début octobre, je pense, où on vous présentera donc les résultats de tous les essais qu'on a fait dans la serre 1. Donc c'est notre dispositif expérimental ou sur tomates où on essaye plein de modalités de matières organiques différentes, de couverts différents. On avait déjà fait une vidéo l'an dernier là-dessus avec Pierre. Et là, cette année, on a déjà fait une vidéo avec Thomas d'ailleurs, qui a fini ses mesures, qui est en train de traiter toutes les données et qui pourra nous les présenter au mois d'octobre. Et donc, on refera une vidéo un peu plus longue peut-être sur tous les essais de couvert permanent qu'on a fait dans cette serre, en plein champ, sur courge, toutes les autres cultures en couvert permanent qu'on a essayé, sur les salades, sur les fenouilles, enfin tout ce qu'on a réussi à faire cet hiver, l'hiver dernier, on pourra en reparler un peu plus en détail. Maintenant, on a une vision assez claire de ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et donc, on devrait tourner ça au mois d'octobre, donc ça devrait sortir à la fin de l'automne. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon courage dans votre fin de saison et à bientôt.